Rebonjour à tous, merci d'être venus en grand nombre pour assister à cette table ronde, donc je disais organisée par le Centre de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient, le CIRAM. En fait, l'idée est venue tout simplement suite à la publication du livre de Frédéric Mador qui s'intitule « La construction d'une sphère publique musulmane en Afrique de l'Ouest ». Frédéric Mador étant à ma droite. Et au-delà de cette publication, ce que l'on voulait, c'était un peu déconstruire ce qui se passe actuellement dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et un peu dépasser, je dirais, l'actualité lourde qui touche un certain nombre de pays de cette région, donc aller au-delà de ce que l'actualité nous dit, c'est-à-dire les actes terroristes qui ont touché déjà plusieurs villes d'Afrique de l'Ouest et qui, je dirais, minent aussi le Nigeria avec les actes de Boko Haram. Donc, nous sommes tous ici pour discuter et surtout engager la conversation et la discussion avec vous. Donc, je vais être assez sévère quant au temps de parole de ceux et de celles qui m'entourent, pour véritablement pouvoir avoir une heure de discussion avec la salle et effectivement engager, traiter de plusieurs volets concernant les réalités de l'Afrique de l'Ouest. Alors, d'abord, je commencerai à donner la parole à Brigitte Collier, ma collègue au département de sciences historiques, spécialiste des identités religieuses au Canada et au Québec, et qui est responsable avec Raymond Lemieux de la collection Religion, Culture et Société aux presses de l'Université Laval, et qui a permis de véritablement qui a permis à ce que le livre de Frédéric Mador soit ici et que l'on puisse en discuter. Donc, sans plus tarder, je lui donne la parole. Oui, alors moi, je vais me concentrer sur le livre et je dois vous dire que Raymond Lemieux regrette beaucoup de ne pas être parmi nous. Il a eu des empêchements de dernière minute vraiment tout à fait indépendants de sa volonté. Donc, il ne peut pas être là, mais il m'a bien dit félicite Frédéric pour l'achèvement de cet ouvrage qui est, je ne l'ai pas apporté, il est sur la table là-bas. Je dois dire que la collection que je dirige avec Raymond Lemieux a été placée sous un pluriel qui nous a toujours paru important. C'est religion au pluriel, culture au pluriel et société. Et lorsque nous avons reçu le mémoire de Frédéric Mador, nous avons évidemment tout de suite bien compris comment il pouvait s'intégrer pleinement à cette collection. Et nous avons, c'est ça qui nous a beaucoup intéressés, en lisant le mémoire, constaté combien c'était un mémoire qui, je dirais, dépassait le caractère monographique qu'on retrouve souvent dans une maîtrise, mais qu'il éclairait de façon tout à fait remarquable le débat contemporain à l'intérieur de l'islam et le progrès des confessions islamiques en terre africaine. Donc c'est un ouvrage qui s'ouvre à un public beaucoup plus large, qui nous permet de combler bien de nos lacunes et de nos méconnaissances sur l'islam en Afrique, alors que, effectivement, la question est constamment d'actualité, une actualité souvent malheureuse, quasi quotidiennement en ce moment. Ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est que l'auteur analyse très bien la tension entre les différents leaders, entre ceux qui cherchent à fonder le pouvoir sur l'intégration à une société globale et ceux qui se présentent en réformistes en s'appuyant sur le retour aux sources et la critique des impasses visibles de la société globale. Ce qu'on veut souligner aussi, Raymond et moi, c'est que cette situation est loin d'être exclusive à l'islam africain et que la dynamique que M. Mador a mis en valeur, on peut l'observer aussi dans beaucoup de contextes autres, et y compris en contexte chrétien. Qu'on pense aux groupes chrétiens qui cherchent le ressourcement
un modèle de la communauté primitive et qui dressent eux aussi des remparts qu'ils veulent forts contre ce qu'ils appellent la corruption du monde qui les atteint malgré eux. Donc, à partir de l'acceptation d'un projet de publication comme celui-là, il y a des mois de collaboration qui se déroulent avec l'auteur pour arriver au livre. Des lectures, des relectures, des corrections. Mais c'est une occasion toujours exceptionnelle pour découvrir un être humain, fort sympathique, toujours en alerte pour améliorer son manuscrit, immergé aussi dans ses études doctorales sur le terrain en Afrique. Donc nous avons beaucoup échangé par courriel. Et avec les aléas politiques, de la politique au Burkina Faso, il m'est arrivé d'avoir des bouffées de réflexes de mère poule en disant « Comment ça va ?» On voit un petit courriel, ça va, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Donc ça a été vraiment très agréable de collaborer avec Frédéric. Le livre est là aujourd'hui. Nous sommes fiers de l'avoir publié. C'est un ouvrage aussi qui s'est mérité le soutien financier du Fonds Gérard Dion. Nous sommes donc très heureux pour l'auteur. Nous lui souhaitons du succès évidemment dans ses études doctorales et du succès dans ce livre qui va le faire connaître aussi. Voilà. Merci Brigitte. Alors sans plus tarder, je donne la parole à justement l'auteur, Frédéric Mador, pour que vous présentiez les grandes lignes de ce livre et puis fassiez un prolongement de vos longs terrains de thèse, puisque vous avez, disons, continué à repartir à Ouagadougou, et puis vous êtes allé à Abidjan. Donc, je vous laisse la parole. Donc, je ne m'éterniserai pas, juste quand même, je tenais à le faire. Donc, quelques remerciements par rapport à la publication. Donc, Mme Collier l'a évoqué, le fonds Gérard Dion qui a contribué au financement de la publication de cet ouvrage. Et aussi M. Lemieux et Mme Collier qui m'ont épaulé tout au long du travail sur le manuscrit. Et enfin aussi Mme Gomez-Pérez qui m'a supervisé aussi tout au long de la maîtrise là, sur lequel se base en grande partie ce livre. Donc, je veux vous aborder différentes thématiques qui ressortent aussi dans le livre et qui sont en lien avec l'actualité qu'on connaît aujourd'hui. Donc, mon intervention va traiter beaucoup sur le Burkina Faso, donc, qui est l'objet de mon livre, et puis la Côte d'Ivoire aussi, dont j'ai fait un terrain récemment, il y a quelques mois. Donc, avant toute chose, je voulais revenir sur une idée reçue, si on veut, je pense qu'il est important de déconstruire, surtout en lien avec l'idée de radicalisation de l'islam en Afrique de l'Ouest. C'est la question, à savoir l'espèce de dichotomie. Donc, est-ce qu'il y a un islam fondé sur les traditions africaines et un islam importé du Moyen-Orient? C'est souvent quelque chose qui ressort, qu'on voit avec les attentats qu'on a connus dans la région récemment. Donc, on voit souvent cette dichotomie qui ressort. Donc, il y aurait en quelque sorte un islam noir, si on veut, fondé sur les traditions africaines, qui est prétendument tranquille, paisible, tolérant, qui ne se mêle pas de politique, par rapport à un islam, disons, plutôt arabe, importé du Moyen-Orient, qui lui serait beaucoup plus politisé, revendicatif, voire radical. Donc c'est souvent une conception qu'on entend même des fois dans les médias ou les idées qui ressortent. Alors que dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis même cette conception-là, date même de la période coloniale. L'administration coloniale française cherchait vraiment à prévenir l'influence néfaste, si on veut, des musulmans du Moyen-Orient, des pays arabes, qui seraient beaucoup plus radicalisés, beaucoup plus politisés que l'islam africain, noir, un peu plus tranquille, si on veut. Donc c'est vraiment des clichés qu'il faut déconstruire, puis il est important de sortir, d'aller au-delà de ça pour bien comprendre la réalité qui frappe le terrain aujourd'hui. Et puis parce que, brièvement, le djihad en Afrique, c'est quelque chose, en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose qui remonte assez longtemps. Il y a eu des djihads, des États, des empires qui se sont constitués autour du djihad dès le 18e siècle et au 19e siècle en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est vraiment, il faut sortir de l'immédiateté, et vraiment, c'est un phénomène qui remonte à un certain temps. Et puis, pour faire un peu le parallèle, de la même manière, le salafisme et le wahhabisme, donc la conception très rigoriste de l'islam qu'on associe à l'Arabie saoudite et qui est souvent associée au réseau djihadiste, n'est vraiment pas récente dans cette région-là.
C'est un mouvement, une tendance de l'islam qui s'est implantée il y a de nombreuses décennies. Comme par exemple dans le cas du Burkina Faso, dès les années 50, 60, il y a eu énormément de pèlerins, donc des musulmans, qui sont allés faire le pèlerinage en Arabie Saoudite, et puis ils sont revenus au Burkina Faso. Ils ont commencé à diffuser une conception de l'islam qui est plus salafiste, si on veut. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau avec État islamique, Boko Haram. Le salafisme, il faut aller au-delà de ça, et puis ça remonte à une histoire qui est beaucoup plus ancienne. Et de la même manière, aussi, dès les années 70-80, il y a eu énormément d'étudiants burkinabés, aussi des étudiants ouest-africains, qui, par le biais de bourses d'études, ont pu aller étudier dans les pays arabes, donc dans les grandes universités en Arabie Saoudite, ailleurs au Moyen-Orient, et qui, pour certains d'entre eux, à leur retour dans leur pays, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, ont commencé à véhiculer une conception plus salafiste, plus wahhabite de l'islam. Donc, tout ça pour dire, je pense que c'est important de le rappeler, ça met un peu en contexte peut-être pour la situation générale de l'Afrique de l'Ouest. C'est important c'est des mouvements qui sont très anciens, et puis l'islam en Afrique de l'Ouest, c'est loin d'être quelque chose de monolithique. Il y a des particularités régionales à chacun des pays. Et puis, à l'intérieur même de ces pays, il y a vraiment une grande diversité de tendances, de mouvements. Donc ça, c'est important de garder ça en tête. On ne peut pas assimiler, faire des grands blocs, l'islam burkinabé, l'islam sénégalais, c'est comme ça. Donc bien au contraire, il y a vraiment plein de tendances qui ressortent. Et puis c'est ce qui ressort beaucoup aussi dans ce que j'ai cherché à démontrer dans mon livre, qui remonte dès les années 60 pour montrer que l'islam ouest-africain, dans ce cas-ci l'islam burkinabé, il y a vraiment différentes tendances, différents débats au sein de l'islam. Donc, par rapport à mes observations sur le terrain, bon, il y aurait de nombreuses dynamiques que je pourrais faire part. Donc, entre autres, la participation des jeunes et des femmes. Donc, ça, c'est très prégnant. Il y a aussi toute l'implication des musulmans dans le domaine des ONG, de l'aide humanitaire, la grande médiatisation de l'islam. Mais dans le cas qui nous intéresse, bon, je pensais vous donner quelques mots par rapport à la progression du salafisme. Donc, la conception plus rigoriste de l'islam, si on veut, l'islam plus Arabie Saoudite, si on veut, pour simplifier grandement les choses. Donc, ce qui est indéniable, dans les deux pays, bien que ça reste encore un mouvement qui est minoritaire, le salafisme, c'est quand même un courant qui rejoint de plus en plus de gens. Donc, que ce soit de façon anecdotique, on va voir beaucoup plus le port du voile intégral dans l'espace public, dans la rue, en ville. Puis, ce qui est particulièrement aussi visible, si on veut, c'est que au début des années 60, souvent, c'était peut-être des gens un peu plus vieux, des commerçants qui n'étaient pas nécessairement très éduqués. Bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le salafisme intéresse vraiment des profils de plus en plus diversifiés. Donc, on va avoir des jeunes, justement des jeunes qui sont allés, des jeunes théologiens qui sont allés étudier dans les pays arabes, au Moyen-Orient. Il va y avoir aussi des femmes aussi. De la même manière, il y a beaucoup de jeunes musulmans qui sont des francophones, qui ont suivi leur parcours académique dans les universités laïques, qui ont fait une formation en droit, en sciences politiques, en médecine, qui vont être intéressés aussi par le salafisme. Donc, c'est vraiment un courant qui touche de plus en plus d'individus. Mais c'est aussi une question qui est importante, une chose qu'il faut garder en tête, c'est que salafisme n'est pas nécessairement synonyme de violence aussi. Donc, il faut garder en tête le salafisme, c'est une conception très rigoriste, très conservatrice de l'islam, mais ça ne signifie pas nécessairement que tous les salafistes veulent recourir à la violence. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. Puis souvent, il y a beaucoup d'amalgames dans ce qu'on entend dans les médias. C'est important d'en être conscient. Et puis d'ailleurs, il me reste combien de minutes pour l'intervention? 2. OK. Donc, puis d'ailleurs, les principaux imams salafistes, les responsables de ces mouvements-là, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, ont vraiment dénoncé la radicalisation, ont été quand même assez actifs sur le terrain d'essayer de sensibiliser les jeunes, de ne pas sombrer vers le terrorisme. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention de ne pas mélanger les catégories. Mais bon, est-ce que oui, est-ce qu'on peut déceler une radicalisation de l'islam dans les deux pays? De manière très large, je pense qu'on ne peut pas le dire. Les principales élites et compagnies vraiment essaient de prévenir, sont quand même relativement actifs là-dessus. Mais quand même, certains ont commencé à se demander s'il y avait des cellules dormantes au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Bon, c'est encore un peu obscur. On ne sait pas nécessairement qui précisément avait commis les attentats en Côte d'Ivoire en mars, qu'il y a eu très très récemment, et ceux du Burkina en janvier. Mais ce qui est certain, c'est que les attentats aient pu être planifiés à partir de l'étranger. Il y a peut-être eu des complicités locales.
Mais dans tous les cas, il faut de manière générale, c'est un islam qui est dans les deux pays, qui est très, très en faveur de la démocratie, même de la laïcité des deux pays. Donc, il ne faudrait pas faire d'amalgame, mais c'est certain que le contexte ouest-africain, par rapport à la radicalisation, on a souvent des sociétés qui sont très, très inégalitaires. Il y a des gens qui sont très, très riches, une nouvelle classe très aisée qui se développe, mais en même temps, le développement économique laisse de côté de nombreux jeunes qui sont un peu désœuvrés, qui sont dans l'extrême pauvreté, peu de perspectives d'emploi. Donc, c'est certain que ça fait un terreau qui est quand même, qui peut favoriser une certaine radicalisation à partir du moment aussi où on va avoir des organisations, différentes ONG islamiques ou des groupes des pays arabes qui vont subventionner, vont donner beaucoup d'aide médicale en termes d'éducation. Donc, des fois, ça peut aussi favoriser, donc, justement, les attirer vers peut-être des tendances plus radicales. Donc, comme il me reste très peu de temps, si vous voulez, pendant les périodes de questions, j'avais identifié certains signes qui pouvaient laisser penser à une menace d'attentat en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Donc, ça, on pourrait y revenir pendant la période de discussion. Je pense que c'est préférable qu'on en discute plutôt que d'en parler trop longtemps. Donc, je vais céder la parole au prochain intervenant. Merci Frédéric. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à mon collègue Cédric Jourde, professeur à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa, qui va réagir un peu à l'ouvrage de Frédéric et qui aussi fait depuis longtemps des terrains en Mauritanie et dans la région nord du Sénégal, la région du fleuve, donc sur justement les peuls, les associations dans lesquelles les peuls militent, et aussi le travail sur les enjeux intergénérationnels entre aînés et cadets sociaux. Donc, je te laisse la parole tout de suite. Merci. Je vais prendre, d'abord, merci pour l'invitation. Je prends juste quelques minutes pour peut-être souligner quelques aspects intéressants du livre de Frédéric. Évidemment, je suis biaisé parce que je vais pas dire du mal dans la mesure où Muriel et Frédéric m'ont gentiment demandé de co-superviser sa thèse de doctorat. Alors, si je déclarais que son livre était terrible, ça s'annoncerait mal pour la soutenance de la thèse de doc, mais non. Non, en fait, parmi toutes les bonnes choses à dire sur le livre, je pense qu'il y a un aspect qui est important à souligner, c'est que on parle en fait d'un petit pays, c'est le Burkina. C'est la moitié de la population qui est musulmane, donc c'est même pas un pays qui est 100% musulman. Donc, a priori, on pourrait penser que l'islam ou les islams au Burkina, on pourrait en faire une description assez simple, mais ce qu'il montre, c'est toute la complexité de ces pratiques et de ces discours islamiques, à la fois au niveau des tensions et des collaborations entre générations, et il montre toute cette richesse qu'il y a, ces rapports assez complexes entre les différentes générations de leaders et si vous voulez, de croyants. Donc la dimension générationnelle, la dimension, bien sûr, c'est cette tension qu'il y a entre les tenants d'un islam dit traditionnel, principalement soufi, notamment la Tijaniya, qui elle-même est divisée en plusieurs branches, et ceux qui sont les tenants de l'islam, de la réforme, donc qu'on pourrait appeler islamiste. Et on voit en fait que c'est plus que simplement des conflits, qu'il y a eu des négociations, qu'il y a eu des rapports d'accommodation face à la montée des églises, notamment évangéliques. Donc c'est des rapports très nuancés. Bien sûr, la tension et les rapports là aussi de collaboration parfois entre francophones et dits arabisants. Donc Frédéric, ce qu'il fait de bien, notamment dans ce livre, c'est un peu de délier tous ces filons, si vous voulez, de dénouer ces différentes relations extrêmement complexes et de le faire au fil du temps. De montrer qu'on ne peut pas prendre une photo, un selfie, j'allais dire un Polaroid, mais un selfie de l'islam burkinabé, et qu'il faut essayer de suivre l'évolution et les transformations dans le temps. Donc je pense que ça, c'est vraiment une des grandes forces de l'ouvrage de Frédéric, et ceux qui s'intéressent à la question de l'islam en Afrique de l'Ouest, qui veulent comprendre les derniers événements qu'il y a eu par exemple à Ouaga. En effet, je pense qu'en lisant ce texte, on aura une bien meilleure compréhension de cette complexité. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Marie Brossier, donc professeure au département de sciences politiques à l'Université Laval,
et qui va nous parler justement de son terrain assez récent sur les arabisants au Sénégal. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus en si grand nombre. C'est plaisir à voir. La chose qu'avait pas annoncé Muriel en début de présentation, je crois, c'est que beaucoup d'entre nous, en tout cas de cette partie de ce côté de la table, on a participé à un numéro spécial sur les modes de mobilisation socio-religieuse en Afrique et dans la zone sahélienne, dirigé par Cédric et Aurélie. Et puis qui va plus loin, parce que l'idée c'est de comparer pays arabes, en tout cas Moyen-Orient et puis Afrique de l'Ouest. Et donc pour ça, je suis contente que Frédéric nous ait donné l'occasion aussi de mettre en commun en fait les travaux sur lesquels on a travaillé chacun et du coup de partager avec vous aussi une partie de nos résultats. Je pense que c'est particulièrement pertinent. Moi, sur le sujet de ma présentation, je rebondis sur des choses qui ont déjà été dites, mais je prends les choses un peu d'un bout inverse en fait, parce que j'ai travaillé pour mon doctorat et puis après beaucoup sur l'islam au Sénégal. J'ai fait des terrains depuis 2002 donc sur la question des relations entre politique et religion au Sénégal et sur notamment des groupes confrériques et réformistes, donc plus orthodoxes, plus extrémistes entre guillemets que les groupes confrériques qui ont été présentés par Frédéric et puis aussi par Cédric. Et en fait, il y a un moment, j'ai comme eu un malaise en travaillant là-dessus en me disant, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même aussi une déconnexion en fait entre l'islam comme religion et puis l'arabe comme langue parlée. Et donc j'ai voulu prendre des choses dans l'autre sens et puis regarder qui sont ces gens qui parlent arabe et qu'est-ce que ça dit sur eux. Est-ce que parce qu'on parle arabe au Sénégal, ça fait de nous quelqu'un qui est considéré par la communauté internationale comme intégriste ou comme extrémiste, ou est-ce que on parle arabe parce qu'on pratique sa religion, et dans ce cas-là, est-ce qu'on parle réellement l'arabe ou est-ce qu'on parle juste, on maîtrise en fait l'arabe parce que l'arabe est utile pour prier et puis pour du coup pratiquer des rituels qui sont liés à la spiritualité. Alors j'ai lancé un nouveau programme de recherche sur cette question-là, et donc c'est pour ça que le titre du sujet était sur les arabisants. J'ai regardé donc qui sont ces personnes qui parlent arabe, mais qui parlent arabe vraiment dans leur quotidien, pas seulement dans leur pratique de l'islam, mais aussi dans le quotidien. Et bon, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas revenir non plus en in extenso sur mes résultats, mais en gros, ce que je veux montrer, c'est que la langue est vraiment déconnectée du religieux. Et j'ai travaillé à partir d'entretiens sur des arabisants, donc des personnes qui parlent arabe et qui ont été formées dans les pays arabes, donc par la mobilité étudiante, parce qu'ils ont été socialisés dans ces pays, ils ont été formés dans des universités dans les pays arabes, alors très souvent en Égypte, parce que c'est le gros pool de formation donc des étudiants, mais aussi au Soudan, au Yémen, en Irak, en Iran, au Liban, on en trouve en Turquie, également certains en Arabie Saoudite et puis dans les Émirats arabes. Et donc mon hypothèse, en tout cas ma question de recherche, c'est de regarder est-ce que ces personnes qui reviennent au Sénégal, qui dans les années 60-70 ont été porteurs de formes de radicalisation religieuse, qui ont créé des mouvements réformistes, comme on le disait, qui refusaient la pratique soufie, donc qui appelaient à une forme d'orthodoxie, d'un retour à une orthodoxie religieuse par rapport à des pratiques soufis qui étaient considérées comme des formes hétérodoxes de pratique de l'islam. On constate finalement que ces personnes qui reviennent ne sont pas forcément marquées par des formes de radicalisme religieux, au contraire. Elles ont des trajectoires en fait qui sont assez intéressantes puisqu'elles s'inscrivent en fait dans une mobilité sahélienne, donc entre l'Afrique de l'Ouest et les pays arabes, qui sont en fait historiques puisque, comme l'a rappelé Frédéric, Cédric, il y a une mobilité très très ancienne donc entre ces deux espaces-là, et qu'il ne faut pas les déconnecter, au contraire, elles sont très connectées, notamment parce que le Sahel est un espace historique d'échange commercial et culturel, parce qu'il y a énormément de chers qui sont partis à pied, donc jusque dans les pays arabes pour se former, pour faire aussi des formes de pèlerinage, et puis pour revenir et donc porter donc une bonne parole islamique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des gens aujourd'hui encore qui font ce voyage-là, qui partent à pied, certains évidemment en avion, parce que c'est plus simple, mais il y en a aussi qui partent à pied, puis qui s'inscrivent dans cette tradition-là de voyage initiatique religieux, et puis qui vont se former dans les pays arabes, et qui
du coup décide de user de l'arabe à la fois comme évidemment un vecteur de pratique du religieux, mais aussi comme finalement une langue d'acquisition de connaissances académiques, scientifiques, dans lesquels ils vont être formés. Alors on a des ingénieurs, on a des médecins, on a des avocats, on a toute une panoplie de professions qui sont acquises dans ces pays. Puis du coup, à leur retour au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème d'intégration professionnelle, il n'y a pas de débouché professionnel parce que au Sénégal, de leur côté, on dit vous parlez l'arabe, du coup vous êtes des chers, surtout qu'ils sont souvent issus de familles maraboutiques, donc de grandes familles. Et puis on les enferme en fait dans le seul débouché professionnel possible, celui de l'éducation et de l'enseignement. Donc on leur dit, ok, soit devenez professeur, enseignant dans les petites écoles, au primaire ou au secondaire, mais en aucun cas vous pourrez pratiquer votre profession qui est être médecin ou être avocat. Ou, comme je le disais tout à l'heure, ingénieur, puisque la pratique courante se fait au Sénégal en français. Et donc on se retrouve avec des individus qui sont désocialisés professionnellement, qui sont du coup frustrés et qui s'engagent dans des formes de lobbying, d'advocacy en anglais, pour faire avancer la cause des arabisants et l'usage de l'arabe comme langue. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais en gros, ce qu'on voit, c'est que comme ils viennent d'horizons très différents, qu'ils ont eu des expériences qui sont très différentes sur le terrain, et bien du coup, ils s'engagent sur le seul terrain pour lequel du coup, ils trouvent suffisamment de consensus, qui va être l'enseignement de l'arabe à l'école. Donc là, on a un vrai travail de lobbying d'un certain nombre d'élites qui sont formées à la fois en arabe et en français, qui maîtrisent les deux langues et qui du coup revendiquent donc un usage beaucoup plus quotidien de l'arabe, à la fois à l'école, donc par la formation, mais aussi donc dans leur quotidien professionnel. Et du coup, ce que je montre dans mes résultats, ce qui est très intéressant, c'est que l'arabe devient en fait un vecteur de mobilisation religieuse, certes, mais aussi politique. Et en fait, ces élites-là, qui sont arabisantes et qui pratiquent l'arabe dans leur quotidien, frappent un mur, puisque du coup, elles n'arrivent pas finalement, où elles commencent à s'organiser au niveau politique, mais elles n'arrivent pas à trouver finalement une langue, une voix unique dans leurs revendications politiques. On les voit émerger sur la scène politique aux dernières élections présidentielles, où il y a eu une vraie plateforme de lobbying qui s'est développée, où on essaye d'intéresser les candidats au présidentiel à la cause des arabisants. Mais qu'est-ce que ça dit surtout? En fait, ça dit énormément de choses au niveau des projets de société qui sont développés. Et c'est là où je rejoins les questions de radicalisation, puisque l'idée de ma recherche, c'était de déconstruire un peu l'idée que parce qu'on parle arabe, du coup, on constitue un bassin de recrutement pour des réseaux de radicalisme religieux islamique dans la sous-région, notamment liés aux réseaux de mobilité transnationaux, on l'a très bien vu, où du coup les activistes des différents groupes sont mobiles entre le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, enfin je veux dire, les frontières sont très poreuses effectivement. Et du coup, de regarder que finalement le projet de société qui est porté, il n'est pas forcément anti-occidental, comme pourrait le faire croire du coup l'expertise sur les événements. Moi je pense qu'il est beaucoup plus postcolonial quand il est intégré dans des espaces nationaux. En fait, je pense que l'usage de la langue, et du coup qui est lié forcément à l'usage de l'islam, puisque c'est la pratique de l'islam va de pair avec la langue, porte en fait un discours qui est beaucoup plus postcolonial, anticolonial, où on essaye en fait, en revendiquant la pratique de l'islam et la pratique de l'arabe, remettre en question un héritage postcolonial en disant on nous a imposé le français est la seule manière finalement d'exister socialement dans cette société, nous on revendique l'usage de l'arabe et donc par conséquent ça met l'islam sur le devant de la scène. Donc c'est une des premières questions. Et puis l'autre question que j'ai regardée, c'est du coup regarder ça d'un regard beaucoup plus macro sur les politiques de coopération entre les pays arabes et un pays d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, puisque très souvent en fait ce qu'on identifie dans les analyses, c'est qu'on va parler de réseaux dormants financés par les pays arabes, on ne sait pas trop de quoi on parle, on ne sait pas trop qui fait quoi, qui finance quoi. Et donc moi je suis vraiment allée voir qui finance les bourses pour les étudiants, quels sont les pays
pays arabes qui financent du coup des écoles, des complexes éducatifs, sociaux dans le pays. Et alors, première chose, il y a une difficulté d'accès aux données, vous en rendez bien compte, hein, c'est pas évident. J'ai essayé de faire des entretiens avec les ambassadeurs saoudiens, avec les ambassadeurs koweïtiens, etc. Enfin, j'ai beaucoup essayé, j'ai eu des entretiens qui étaient très intéressants. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, il y a une libéralisation en fait de l'espace, donc de l'aide et de la coopération qui se fait en faveur en fait très fortement de réseaux complètement non nationaux, mais qui sont vraiment à un niveau vraiment plus subnational, où on a du coup des financements qui parfois sont non contrôlés par l'État, donc effectivement de complexes scolaires, d'écoles, de réseaux de santé, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, qui posent un certain nombre d'enjeux à l'État sénégalais, puisque à la suite des attentats là, récemment au Burkina, et puis en tout cas au Burkina puis au Mali, donc à l'automne et en janvier, le président sénégalais a dit que le modèle qui était le modèle sénégalais d'islam était un modèle pacifique. Donc il rappelle constamment cette idée que l'islam africain, et en tout cas sénégalais, est un islam de paix, et qu'il ne fallait pas que les réseaux d'extrémisme religieux pensent que justement l'islam sur l'espace sénégalais pouvait être instrumentalisé, notamment en raison de la pauvreté des populations. Donc on a là une espèce je pense qu'on est dans une période de restructuration de ces sociétés qui est très importante, à la fois parce que les sociétés elles-mêmes sont dans une sorte sont en train de solder leur héritage postcolonial, et du coup ça peut créer des formes de radicalisation, d'extrémisme religieux mais aussi politique. Et de l'autre côté, on a aussi du coup des pays qui sont beaucoup plus poreux dans la mobilité des acteurs socio-religieux et qui posent du coup un certain nombre de questions dans la formation de réseaux qui sont du coup à un niveau subnational et que l'État a du mal à contrôler. Donc on pourra en reparler. Merci. Alors, sans plus tarder, je vais donner la Miss Catastrophe. Miss Catastrophe, d'abord. À Aurélie Campana, professeure au département de sciences politiques à l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme, avec Olivier Pelletier qui étudie à la maîtrise et qui travaillent tous les deux sur une base de données qui permettrait de saisir les micro-dynamiques du conflit au Nord Mali, et donc aussi permettrait, mais tu peux me contredire ou me nuancer mon propos. Alors je te laisse la parole. Merci Noyelle, merci de votre invitation, puis merci d'être présent en si grand nombre aujourd'hui. Alors, je dois vous dire que je me sens doublement illégitime à participer à cette table ronde. Pourquoi doublement illégitime? Premièrement parce que je ne travaille pas sur l'islam. Et si j'ai pu travailler sur l'islam, c'était l'islam dans l'espace post-soviétique et plus particulièrement au Caucase du Nord, qui est quand même très très spécifique par rapport à l'islam en Afrique de l'Ouest que l'on a évoqué jusqu'à présent. L'autre illégitimité que je ressens, c'est que je n'ai absolument pas fait de terrain sur ces questions-là, que j'essaye de saisir à travers effectivement la constitution, alors non pas d'une base de données, mais de ce qu'on appelle en sociologie un catalogue d'événements. C'est-à-dire qu'on recense tous les événements violents avec Olivier. Olivier recense tous les événements violents. Moi, je ne fais que pas superviser, participer à la réflexion sur l'élaboration et utiliser après le catalogue d'événements. L'objectif, effectivement, c'est à la fois de saisir les dimensions spatiales de ce conflit et du dernier conflit qui a débuté fin 2011, début 2012, et les dimensions relationnelles, à savoir comment est-ce que les groupes en conflit interagissent les uns avec les autres. Et pourquoi est-ce que j'en suis venue à cette idée-là? En fait, l'idée, elle a émergé en me penchant sur mon terrain de prédilection, qui était le Nord-Caucase, à travers une question spécifique, et la diffusion du conflit de la Tchétchénie aux autres républiques du Nord-Caucase. Et il y a quelque chose qui m'a frappée, parce que je suis amenée quand même à fréquenter la littérature sur les guerres civiles, et j'avais beaucoup lu sur le Nord Mali, sur le Sahel de manière générale, c'est la convergence de certaines dynamiques, à savoir qu'on est dans les deux configurations en présence de groupes de nature différente, alors groupes qui sont catégorisés comme étant des groupes insurgés, des groupes terroristes, des groupes criminels, que l'on observe également dans les deux configurations une interpénétration très forte entre ces groupes que l'on pourrait qualifier de contestataires, qui s'opposent à l'État, et certains représentants de ce même État qui interagissent sur une base plus ou moins ponctuelle
ou plus ou moins permanentes, autour d'enjeux qui peuvent être des enjeux politiques, des enjeux religieux, mais également des enjeux économiques. Donc il n'y a pas une perméabilité stricte entre ces groupes contestataires et l'État qu'ils combattent. Et troisième constat, troisième convergence, c'est que dans ces deux configurations, le terrorisme a été utilisé sur le territoire touché par le conflit, donc ici on parlera du Nord Mali, mais également exporté dans les régions avoisinantes. Donc à partir de là, et travaillant plus généralement sur les guerres civiles et sur ce qu'on appelle une microdynamique des conflits, c'est-à-dire essayer d'aller au-delà du cadrage qui circule, qui est véhiculé par un certain nombre d'acteurs. Et si, d'ailleurs tu m'avais demandé au départ de parler de la vision qui avait été véhiculée par la presse, en particulier la presse occidentale, du conflit au Nord Mali, et c'est vrai que quand vous lisez la plupart des articles qui paraissent sur cette question-là, hier comme aujourd'hui, la chose qui apparaît, c'est que ce conflit au Nord Mali est avant tout un conflit qui oppose des groupes terroristes ou des groupes alliés à des groupes terroristes à l'État malien, Bamako, la France étant intervenue pour porter secours et à la demande d'ailleurs de l'État malien. Mais quand on va beaucoup plus loin, quand on analyse les acteurs en présence, les interactions qui les caractérisent, on se rend compte que ces dynamiques des conflits sont beaucoup plus complexes. Et je remercie les intervenants précédents parce qu'ils nous ont très très largement diminué le terrain, si je puis me permettre. Et à ce sujet-là, on s'est penché avec Adib sur une question particulière, à savoir comment est-ce que ces différents groupes, qui sont encore une fois catégorisés comme des groupes appartenant à des groupes de différentes natures, terroristes, insurgés, touaregs, nationalistes, autonomistes, criminels, comment est-ce que ces différents groupes interagissent dans et par le conflit. Et on s'est donc posé la question des alliances. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que certains groupes touaregs, par exemple, on a parlé d'Ansar Dine, c'est un groupe touareg, mais c'est un groupe qui a adopté un registre islamiste. Une fonction instrumentale, opportuniste, mais il y a peut-être également une question liée aux croyances de son leader, Adgali. Et on est parti du constat que, premièrement, ces groupes que l'on identifie comme étant des groupes touaregs, prenons par exemple le MLNA, des groupes islamistes, Ansar Dine en est un, AQMI en est un autre, sont en fait eux-mêmes des alliances entre différentes factions, différentes tribus. On pourrait réutiliser toutes les catégories identifiées par Adib au tableau pour comprendre comment est-ce que ces alliances intragroupes se sont formées. Et à partir de là, on a essayé de voir comment fonctionnaient les alliances intergroupes. Comment et pourquoi, par exemple, Ansar Dine s'est rapproché d'AQMI. Et on est arrivé à la conclusion, très très rapidement, de manière un petit peu caricaturale, parce que je pense que mon temps va être écoulé dans 1 minute et demie, que l'on ne pouvait pas comprendre ces alliances intergroupes sans se pencher sur la manière dont ces alliances intragroupes fonctionnent. Parce que finalement, les alliances intergroupes sont très largement conditionnées par le type de relation qui peut animer les groupes que l'on a tendance à réifier, à rigidifier, que sont par exemple le MNLA, groupe Touareg, ou Ansar Dine, groupe à cheval entre un registre nationaliste et un registre islamiste. Et donc on s'est vraiment penché sur ce qu'on appelle ces microdynamiques, donc savoir comment est-ce que les relations sociales, qui sont quand même très très fluides dans cette région, fonctionnent, comment est-ce que le contexte de violence qui a émergé à compter de la fin de 2011 a pu également accélérer un certain nombre de tendances que l'on peut identifier. Adib en a parlé de certaines, à savoir que des groupes que l'on qualifie ou des factions qu'on qualifie de tributaires, donc de vassales, vont utiliser le conflit pour essayer de bouleverser la stratification sociale, les hiérarchies, en s'alliant ou en se rapprochant de groupes comme le Moudjahou qui vont leur offrir leur protection pour s'opposer à des tribus nobles, par exemple, dans la galaxie Touareg. Donc on a essayé de faire ça à partir de ce catalogue d'événements. C'est pas évident. C'est pas évident pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'on n'est pas sur le terrain. Donc on parle un petit peu à travers notre chapeau depuis notre tour d'ivoire. La deuxième, c'est que ces catégories, comme l'a dit Adib, sont excessivement poreuses et perméables. Et de fait, quand on analyse par exemple la trajectoire d'un acteur en particulier, on a parlé du leader d'Ansar Dine, il y a une circulation très très forte de ces acteurs, d'un groupe à l'autre, d'une catégorie à l'autre, et qu'il est quelquefois compliqué de saisir ou de réintégrer ces circulations très rapides, cette porosité, cette fluidité
que l'on combine à la contingence dans une analyse qui se situe plutôt à un niveau à cheval entre le méso et le micro. La troisième raison, c'est que l'on a assisté depuis 2014-2015, milieu 2014-2015, puis là les spécialistes de la région m'arrêteront si je me trompe, à une très forte tribalisation, du moins c'est comme ça qu'on a essayé de la saisir, des groupes en présence qui ont participé à ce conflit. On a eu au début du conflit la formation d'alliances qui ont été reconfigurées de manière quasi continue jusqu'à arriver à une quasi-implosion de ces alliances, une multitude d'acteurs qui là encore ont circulé d'un registre à l'autre et n'ont cessé de circuler d'un registre à l'autre, tant et si bien qu'on commence à avoir du mal à s'y retrouver et surtout à suivre les logiques qui guident ces recompositions d'alliances qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, totalement continues. Par exemple, Olivier fait une veille quasiment journalière et il y a 10 jours, Acme a publié une vidéo qui laisse sous-entendre qu'Ansardine maintenant serait devenue une des Katiba ou un des bataillons d'Acme. Mais on n'est pas capable d'aller plus loin que d'émettre une hypothèse sur ce rapprochement qui serait beaucoup plus resserré aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques mois ou il y a quelques années. Merci. Est-ce qu'il faut parler ? 50 secondes de ton. Alors merci à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir été extrêmement disciplinés quant au temps de parole, parce que l'objectif c'est d'avoir en fait le pouls de l'assistance et de toutes vos questions pour nourrir le débat. Bon, moi je dirais que je ne vais pas parler de mes terrains, parce que je pense que c'est pas le temps là, et que c'est plutôt, je vais ramasser quelques idées qui m'apparaissent importantes par rapport à tout ce qui a été dit. D'abord, je pense que pour éviter les catégorisations, je pense que tout le monde a insisté à savoir que les catégorisations sont assez dangereuses et encore plus, j'imagine, dans cette région-là d'Afrique de l'Ouest. Aussi, je pense qu'il y a le souci aussi de ne pas s'enfermer simplement dans l'actualité, mais de revenir aussi à des très grandes tendances, de revenir aussi aux évolutions historiques, c'est-à-dire ne serait-ce que redéfinir djihad, qu'est-ce que c'est? C'est revenir aussi à historiquement l'importance des djihad dès le 18e, 19e siècle dans cette région-là. Donc effectivement replacer tout ce que l'on voit là dans une épaisseur historique qui est absolument importante. Je pense aussi, troisième idée, c'est on est face à une situation qui deviendra, à mon avis, de plus en plus complexe parce que nous avons des groupes de plus en plus diversifiés, éclatés, qui effectivement se recomposent et qui se recomposent finalement assez vite. Donc effectivement, on est là absolument pas dans un monolithisme, on est plutôt dans une hyper-diversité. Et je dirais que lorsqu'on est sur le terrain et qu'on interroge les gens, quels que soient les terrains et quels que soient les pays, ce qui en fait nous surprend toujours, c'est que finalement, quelque part, le premier jour que l'on voit une personne, il se présente avec une identité, on le voit quelques jours après, il va se présenter avec une autre identité, avec un autre discours, en fonction du contexte dans lequel il vit, mais en fonction aussi je dirais, de la personne avec qui il va discuter. Donc, je veux dire que là, il y a véritablement, donc ça amène effectivement à être extrêmement modeste dans nos résultats. À mon avis, c'est une des idées, à mon avis, qui est importante. Très modeste, parce qu'il faut être hyper nuancé, ce que, effectivement, les médias ne font presque jamais, on va dire, pour être clair. Bon, et puis effectivement, je pense aussi c'est que toute la déclinaison sociale, des hiérarchies sociales, on ne peut pas faire l'économie de ça pour comprendre les dynamiques qu'il y a dans cette sous-région, mais aussi entre arabisants et francisants, entre leaders confrériques, soufis et leaders d'associations islamiques, entre différentes tendances, alors plus proches du soufisme, mais aussi plus proche du salafisme. Et puis quel salafisme aussi? Il y a salafisme bon, où on veut lire de façon assez orthodoxe les textes fondamentaux de l'islam, et puis d'autres qui vont vouloir plutôt pousser plus vers l'action et tendre vers des stratégies plus djihadistes, donc passer à l'action armée.
Donc tout ceci est une nébuleuse, on va dire, mais qu'il faut décrypter et de façon patiente. Et je dirais la dernière idée que j'amènerais par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que non seulement il faut être nuancé, mais je pense qu'aussi il faut faire très attention à ce que l'on dit. D'un point de vue tout simplement en tenant compte de l'éthique de la recherche, c'est-à-dire que les catégorisations qu'on fait des chercheurs aussi, pas seulement des médias, mais certains chercheurs, font mal à d'autres chercheurs qui arrivent après sur le terrain. Et tout simplement, Frédéric m'en a parlé, j'en ai été quelque part victime, et je pense que d'autres aussi en ont été victimes, c'est que quand on passe sur des terrains après des chercheurs qui disent n'importe quoi, ou qui catégorisent de façon excessive, et puis après qui reviennent dans leur pays et qui diffusent largement dans la presse leurs résultats, supposément leurs résultats de recherche, quand on passe après, effectivement les bouches se ferment, la méfiance s'épaissit, et ça, je tenais quand même à insister là-dessus parce qu'on est sur des terrains de plus en plus mouvants, de plus en plus complexes, et il faut faire très attention à ça. Sur ce, je laisse la parole. Oui, juste une petite avant de passer. Par rapport juste avant de passer à la discussion et aux différentes questions, juste une petite capsule publicitaire, j'ai oublié d'en faire mention. Donc, si jamais vous voulez vous procurer, le livre est au prix spécial de lancement aujourd'hui à 20 $, taxes comprises. Donc, il y en a quelques copies là-bas. Il y a ma représentante aux ventes derrière la caméra là-bas. Donc, si jamais vous êtes intéressé, après la discussion, là, c'est disponible. Puis on pourra aussi en discuter. Donc, voilà, c'était ça la capsule. Alors, je vais prendre maintenant les noms, les personnes qui veulent intervenir. On a à peu près 1 heure de débat. La salle nous est un peu réservée au-delà de 13h30. Donc, s'il y a une volonté de développer un peu le débat, on est prêt à répondre à vos questions et à vos remarques, etc. Alors, je suis toute oui, nous sommes toutes oui pour recevoir vos questions et vos remarques. Oui. C'est Nidal. Vous allez prendre la liste d'abord ou... Non, allez-y. Mais par contre, parlez plus fort parce que vous n'êtes pas très à côté de la caméra et on n'a pas de baladeur pour... voilà. En fait, je pense que Frédéric a dit que, en substance, on peut assimiler le djihad classique ancien, d'empire contre empire ou de tribu contre tribu, au concept de djihad d'aujourd'hui. Je pense que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'autrefois c'était ce qu'on appelait une guerre sainte d'un empire contre un autre, c'est-à-dire, je ne peux pas dire un État, mais c'est un nombril d'État contre un autre. C'est tout à fait différent du djihad tel qu'il est compris et pratiqué par les jeunes radicalisés aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai vu que vous avez très bien placé un tableau de la situation actuelle, mais quels sont les moyens dont dispose l'Afrique, de l'Ouest aujourd'hui, pour dépasser ce fléau-là et pouvoir le vaincre? Je vais prendre peut-être quelques questions, puis après on engagera la discussion. Oui, autre question, remarque? Oui. Ma question, c'est peut-être un peu à tout le monde, mais peut-être plus à Frédéric en particulier, avec votre pari que vous avez fait. On sait que peut-être moins en Syrie, mais certainement en Libye, qu'il y a des combattants de l'Afrique de l'Ouest qui participent, entre autres, à l'État islamique. Est-ce que vous avez croisé ça en vos terrains? Quelle est la sociologie de ces individus-là? Quelle est leur trajectoire un peu? Ça m'intéresserait. Merci. Oui, autre question? Oui. Deux choses. La première, c'est concernant le... J'ai cru comprendre que vous avez dit que le salafisme, c'est ça? Salafisme, merci. Était une conception de l'islamisme qui était encore relativement minoritaire, mais qui prenait encore plus de pouvoir. Mais moi, je voudrais savoir, dans cette optique, c'est quoi la dynamique qu'il y a entre les différentes pratiques du salafisme versus les autres interprétations de l'islam? Si c'est une religion qui s'est dit quand même minoritaire, mais qui reçoit de plus en plus de pouvoir, c'est comment il est fait pour gérer ce pouvoir-là versus une majorité qui présumément ne suit pas les mêmes conceptions. La deuxième, c'est plus spécifiquement envers mademoiselle en bout de la tasse, si je me rappelle. Madame Bossier, oui. Contente d'être une modèle. Le plaisir c'est mon plaisir. Juste savoir, vous avez dit que les gens du Sénégal qui vont apprendre
une profession et qui le fait dans la langue arabe, se retrouve à pas être capable de trouver des jobs quand ils reviennent. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi? J'ai du mal à comprendre la logique de... J'apprends une profession dans une langue et ça me dit que je suis pas capable de l'appliquer dans une autre langue. Peut-être une précision, c'est juste comme... Bon, déjà, on a 3-4 questions, donc on va pouvoir peut-être déjà commencer par traiter cette liste de questions, puis on reviendra sur une autre liste après. Donc peut-être Frédéric? Oui, ben, par rapport à la question de Nidal, merci. En fait, ce que je voulais simplement souligner, c'était l'importance de porter un regard historique aussi sur la situation qui se passe actuellement. Donc, je ne voulais pas nécessairement dire que c'était différent ou c'était similaire, mais juste de dire que c'était des questions qui sont présentes depuis très longtemps, que le salafisme est présent depuis longtemps, que la question du djihad, c'est présent en Afrique de l'Ouest depuis un certain temps. Donc, il y a tout ça qu'il faut, parce que justement, quand le président du Sénégal dit que, bon, on a une histoire d'un islam de paix, tolérant, il y a comme eu des conquêtes d'empire au nom du djihad. Donc, c'était juste dans le sens de... C'est important pour bien saisir la situation actuelle de porter un regard historique, parce que des fois, on a les médias qui sont là, réagissent à chaud sur le moment présent sans nécessairement prendre le recul. Donc, c'était surtout par rapport à ça que je voulais attirer l'attention. Par rapport aux autres questions, bon, c'est clair que j'ai pas travaillé à proprement parler sur vraiment les militants plutôt radicaux, terroristes de l'islam. De toute façon, c'est très, très difficile, surtout même juste d'approcher les mouvements salafistes, même s'ils ne sont pas, comme je disais, ils ne sont pas, pour la grande majorité, ils ne sont pas violents ni radicaux de façon violente. Ben, c'est très, très difficile de les approcher parce que ce qui ressort, le chercheur blanc qui vient, c'est souvent l'agent du FBI qui fait des enquêtes. Donc, c'est très, très difficile à évaluer. Mais ce qui est certain, dans le cas du Burkina Faso, je pense que ce qui n'est peut-être pas ressorti beaucoup, c'est clairement c'est un très bon exemple de quand même relative bonne entente entre les différentes confessions religieuses, parce que Burkina Faso, c'est très, très multiconfessionnel. Oui, des fois, les relations entre les différentes religions sont plus tendues, mais ça reste qu'au sein même des familles, il va y avoir un père qui est musulman, le fils est rendu évangélique, le frère est rendu est catholique. Donc, il y a quand même... Contrairement à certains d'autres pays, plutôt Mali, disons Niger ou Mauritanie, vraiment les acteurs locaux, il n'y a jamais eu de parti islamiste. C'est vraiment, c'est très, très nouveau cette radicalisation. Puis bon, là c'est à savoir si effectivement, bon, il y a probablement eu des collaborations locales, mais en même temps, comme les gens circulent énormément, ben, c'est peut-être des gens qui sont venus de l'extérieur qui commettent les attentats dans les deux pays. Donc, pour ça, c'est très, très difficile de cibler le profil, puis on connaît encore très peu qui ont commis les attentats. Donc, est-ce que je vais... Bon, par rapport à la distinction salafisme et autres mouvements, bon, c'est très, très compliqué, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est vraiment simplement une différente tendance de l'islam. C'est vraiment juste une conception qui est plus rigoriste, donc on applique vraiment à la lettre ce qui est écrit dans les textes et tout, alors que... Donc, c'est surtout ça, mais... Ils n'ont pas de pouvoir politique en tant que tel dans les deux pays. C'est juste qu'ils ont une importance. Il y a de plus en plus de musulmans qui s'inscrivent dans cette tendance-là, qui ont une pratique religieuse qui est vraiment plus conservatrice. Donc, on voit des femmes qui vont porter, bon, par exemple, le voile intégral, mais il n'y a pas une montée du pouvoir, une montée politique de ces mouvements-là. En tout cas, pour le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est vraiment pas le cas. Donc, il y a de plus en plus de fidèles qui ont une pratique religieuse qui s'inscrit dans cette logique-là, mais il n'y a pas de montée de partis islamistes ou quoi que ce soit. En tout cas, Côte d'Ivoire et Burkina Faso, c'est vraiment pas le cas là. Merci Frédéric, peut-être Ali. Oui, j'aimerais rebondir toujours dans la continuité de Frédéric par rapport à la question sur l'éventuel glissement sémantique du djihad. Donc effectivement, l'actualité et autres, les médias l'utilisent et puis les groupes que l'on qualifie de terroristes l'utilisent d'une certaine manière. On aurait tendance à croire qu'il y aurait donc une rupture dans l'utilisation du djihad. Vous avez énoncé le fait que c'était plus un affrontement entre d'empire à empire, ou d'État à État, ou d'État à un autre. J'aurais aimé donner un contre-exemple, parce que ça s'inscrit dans les insurrections Touareg, au sens avec le cas de Kaossen, qui est l'insurrection Touareg de 1915-1916, contre donc la France, contre le colonisateur français. Et donc ici, le djihad mené par Kaossen
était un djihad orchestré ou plus ou moins en alliance avec la confrérie des Senussi. On ne sait pas trop bien, on ne sait pas trop s'il était dans la confrérie des Senussi ou juste en alliance, mais c'est une confrérie donc soufie. Donc par rapport à cet islam qui serait plus apaisé en fait lorsqu'il est soufie, déjà on est en train de rompre avec un cliché en fait posé. Et puis tout cela dans un rapport aussi pour réussir à attirer les Ines Lehman que j'ai mentionné au tableau, pour pouvoir les amener aussi dans ce combat contre la France. C'était une alliance de circonstances avec une volonté de dire que c'était un djihad. Donc tout ça pour dire qu'il y a des continuums sur le plan discursif, que l'on peut retrouver par exemple l'idée d'une domination française avec des groupes que l'on qualifie de terroristes maintenant. Donc il y a certes des ruptures, mais il y a aussi des continuités, donc c'est donc être extrêmement méfiant par rapport à une catégorisation même de temps par rapport à l'expression de djihad. Et puis par rapport à l'idée d'un salafisme plus à géométrie variable ou situé à certains endroits et pas à d'autres. Par exemple, au cours de l'insurrection malienne à Gao, dans la région de Gao, on pouvait constater qu'il y avait certaines localités où le MUJAO, le mouvement pour l'unité du djihad en Afrique de l'Ouest, qui est une défection d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, arrivait plus ou moins à coopter davantage de jeunes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi observer cela de manière très localisée. Merci. Oui, merci pour votre question. Pour votre interrogation, en fait, très concrètement, quand on apprend une profession technique, type médecin, ingénieur, même avocat, il y a un problème d'application des termes dans une autre langue, puisque le Sénégal, vous ne savez peut-être pas, mais en tout cas le Sénégal est majoritairement français, fonctionne en français, qui est la première langue internationale. Après, il y a les langues locales, nationales, qui sont effectivement toutes les langues liées au groupe ethnique, entre guillemets. Mais en tout cas, le milieu formel se pratique en français. Et donc le problème, c'est que on veut être médecin, on veut travailler à l'hôpital, on ne va pas travailler en arabe, il faut travailler en français. On veut travailler dans la fonction publique, il faut travailler en français. Donc il y a un vrai blocage, ça crée des frustrations comme je le disais. Et par conséquent, les arabisants qui, eux, parlent l'arabe et sont très souvent autodidactes en français de fait, par contrainte, ils ont appris le français parce qu'ils constatent qu'il faut exister de toute façon en français, du coup expriment une frustration d'être enfermés dans ce qu'ils appellent les métiers de la crèche, entre guillemets, qui sont tous les métiers liés à l'enseignement ou à la fonction publique, où du coup on les enferme dans une forme d'usage de l'arabe qui est à destinée, qui est liée à l'éducation. Alors ils ont une des branches là qui se développe, c'est la fonction publique dans le ministère de l'Éducation et de la Recherche, où il y a des divisions sur l'enseignement arabe. Du coup on a besoin de plus en plus d'inspecteurs, par exemple en arabe, puisqu'on a besoin d'inspecteurs pour aller évaluer les programmes de l'éducation nationale qui se donne en arabe, puisque les gouvernements, depuis le président Ouad dans les années 2002, ont développé une partie de l'éducation qui se fait en arabe, avec des cours qui sont faits en arabe, avec la création d'écoles franco-arabes, où il y a une partie du cursus qui est enseigné en français et une partie en arabe. Je voulais, du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez, citer une chose. Premièrement, le fait que le recteur de l'université Al-Azhar, qui est la grande université islamique donc du Caire, a fait une tournée dans fin des années 90 en Afrique de l'Ouest, et est revenu, a fait un rapport et a dit finalement, on constate que les stratégies qu'on essaye de développer, où on essaye de former des élites africaines de l'Ouest, en arabe, et puis du coup par conséquent on espère qu'elles vont porter un message religieux, se retrouvent bloquées, parce que du coup dans les pays nationaux de retour de ces étudiants, ils sont finalement enfermés dans un rôle d'élite sociale, et ils n'arrivent pas à passer le niveau d'élite politique. On ne considère pas qu'un arabisant peut du coup s'imposer comme une élite politique, en tout cas pour l'instant. C'est pour ça que les arabisans s'organisent au niveau politique. Puis deuxième chose que je voulais rappeler ici, c'était un cas d'une personne avec qui j'ai fait une interview pour vous montrer les stratégies qui sont développées, parce que j'ai trouvé ça assez fascinant. Quelqu'un qui était formé en arabe, qui faisait partie justement de cette jeunesse réformiste, assez rigoriste, dont on parlait Cédric, sur lequel travaille aussi Muriel, qui du coup a une bourse de l'Arabie Saoudite, qui part faire un programme de baccalauréat en Arabie Saoudite, du coup qui étudie de manière assez classique la littérature africaine en arabe, donc avec des grands poètes qui ont écrit des poèmes
en arabe mais africain, donc subsaharien, qui se rend compte là-bas qu'il serait pas mal pour quand il va rentrer de se former en français. Donc à distance, il se forme, il obtient une sorte de diplôme d'éducation donc en français. Et puis là, du coup, de l'Arabie Saoudite, il se dit, ce serait pas mal, du coup, si je veux revenir au Sénégal et pouvoir travailler, passer par l'Europe. Parce que quand on passe par l'Europe, il y avait vraiment des mobilités d'étudiants qui passaient par les pays arabes et ensuite partaient en Europe pour revenir ensuite en Afrique de l'Ouest. Passer par l'Europe, en gros, ça efface le côté diplôme en arabe. Et puis du coup, j'aurai un diplôme européen en français ou dans un pays francophone. Et puis du coup, je reviens au Sénégal, puis c'est OK pour moi. Sauf que c'était à l'époque où les frontières de l'Union européenne ont commencé à sérieusement se fermer. Du coup, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il n'a pas été accepté dans l'école d'interprétariat qu'il voulait faire à Genève en disant il y a des écoles d'interprétariat en Afrique, faites donc ça en Afrique. Donc du coup, sa trajectoire a été bloquée. Donc ce qu'il a fait de manière très très intéressante, c'est que finalement, il s'est dit, tiens, je vais me faire financer une maîtrise et puis ensuite un doctorat par l'Arabie Saoudite parce qu'il y a de l'argent. Je vais faire du coup un terrain au Maroc, puisque je vais travailler sur la littérature marocaine. Et puis du coup, dans les terrains qu'il a fait régulièrement, il s'est inscrit dans une école d'interprétariat au Maroc. Du coup, en même temps, il était financé par l'Arabie Saoudite. Il a obtenu son diplôme de l'école de traduction marocaine. Et puis du coup, c'était gagnant-gagnant. Il a eu donc son diplôme en français par le parcours marocain. Il avait le diplôme saoudien. Et puis il est revenu au Sénégal, et puis là il s'est fait très rapidement en 4 mois embauché comme interprète à l'ambassade saoudienne, et puis comme interprète arabe, du coup en arabe, il a bossé là-bas quelques années, et puis il s'est rendu compte qu'en fait c'était pas possible parce que pour des raisons de sécurité il pouvait pas avoir son téléphone portable, et donc développer un petit business de traduction hors son travail, hors sa profession d'interprète. Parce que du coup les Saoudiens demandaient à ce que tous les gens qui sont employés à dans l'ambassade d'Arabie Saoudite bloquent leur téléphone. Et donc du coup, il s'est dit je serais bien mieux aux Émirats Arabes Unis, donc il allait se faire embaucher comme interprète chez les Émiratis. Et puis du coup, il peut avoir son freelancing de traduction sur le côté, et puis continuer à travailler aussi comme chargé de com et puis comme interprète. Donc c'est pour vous montrer aussi que il y a des contraintes fortes dans les pays dans lesquels les individus reviennent, il y a des frustrations, mais il y a aussi des stratégies qui sont mises en place qui sont vraiment assez étonnantes, qui créent aussi des réseaux de formation, de tutorat entre des individus qui veulent partir, des anciens qui sont revenus, etc. Et puis juste si j'ai 2 minutes pour rebondir sur ce que disait Muriel, donc là sur la pratique de la recherche, parce qu'elle disait qu'on peut se faire bloquer le terrain quand on arrive sur des terrains qui sont difficiles d'accès. Moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allée faire mon terrain, j'ai commencé à travailler sur une organisation réformiste, donc plus rigoriste, de l'université de Dakar, où du coup je suis arrivée, j'ai dit je veux faire de l'entretien avec du coup les filles qui sont activistes dans ce groupe-là, et puis les hommes qui sont clairement les filles toutes voilées, et puis les hommes qui sont entre guillemets des barbus habillés comme on peut les imaginer. Qui m'ont dit mais pour rencontrer les hommes ça va être compliqué parce que toi t'es une toubab, il va falloir faire un certain nombre de choses, puis surtout on a eu une prof canadienne qui est venue avant toi, et c'était Muriel que je connaissais pas, et qui a sortir là. Voilà, et qui a accepté de se voiler pour faire les entretiens et rentrer dans l'espace de la mosquée. Et donc voilà, je n'irai pas plus loin dans l'histoire, mais il y a des pratiques beaucoup plus voilà, et donc c'est assez intéressant, mais du coup c'est le fait qu'il y a aussi une question, en tout cas des acteurs qui demandaient une restitution en disant mais qu'est-ce que tu vas faire de ta recherche, c'était surtout très post-attentat aux États-Unis en 2001, et donc du coup il y avait vraiment une angoisse de se dire ok, on sait que nous on est plus extrémistes que les autres, qu'est-ce que tu vas en faire, et du coup avoir une vraie justification, un vrai discours aussi de dire on vous donne une visibilité, et du coup ce que j'ai aussi montré dans ma thèse, c'est que ces groupes-là étaient finalement moins conservateurs que des groupes qui appartenaient aux confréries qu'on perçoit normalement comme plus avancées. Je pense qu'il serait bien aussi de traiter de la question qui nous a été posée sur, vu le contexte très tendu, de plus en plus tendu, de plus en plus lourd, quelles sont les solutions? Bon, là, on n'est pas politique, c'est peut-être le travail des politiques, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui permettrait de déverrouiller certaines choses? Est-ce que Cédric, tu voudrais répondre? Je ne sais pas si c'est ce à quoi tu fais allusion, parce que la question c'était qu'est-ce que les États africains peuvent faire à peu près ça. C'est ce qu'on pourrait face à c'est ça. Mais
parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux visages à ce qui est en train de se passer. Puis ça fait un lien un peu avec la notion de djihad dont vous parliez, parce que il y a cette notion de djihad dans le sens d'établir un contrôle territorial, vous disiez, sur un autre empire, par exemple. Petite parenthèse, les deux des grands djihads du 19e siècle, ils ont été faits par des chefs musulmans sur des régions musulmanes. Quand Al-Hajj Martal part du fleuve Sénégal, puis qu'il va à ce qui est aujourd'hui le Mali ou le Massina, il va conquérir des musulmans. On souvent le dépeint comme le grand chantre du djihad contre les Français, mais c'est principalement des musulmans. Il se trouvait que lui-même était un tijane, de la confrérie de la Tijaniya, et que c'était des gens de la Qadariya qui étaient en face, des Kunta notamment. Et puis Ousmane Dan Fodio, quand il va au nord Mali, au nord Nigeria, lui-même, c'est un Qadari. Enfin, c'est le Qadariya lui-même. Et puis les Hausa étaient musulmans, mais jugés pas assez bons musulmans. Et donc, mais c'est pour faire un lien, c'est-à-dire que, dans le fond, c'est quoi le problème en ce moment? Il y a deux types de problèmes différents, si on veut hyper simplifier. Est-ce que c'est ceux qui agissent au nom du djihad, bien sûr, sur leur vision à eux, qui vont tenter d'établir un contrôle territorial? C'est ce qu'ont essayé de faire brièvement certains groupuscules, certains groupes dans le nord Mali, donc s'établir dans la longue durée territorialement, puis c'est ce que Boko Haram a essayé de faire aussi. Dans les deux cas, ça n'a pas marché, ça n'a pas duré très longtemps. Puis après, il y a le visage plus, évidemment, on envoie un kamikaze se faire sauter, où là, il n'y a pas de tentative d'expansion territoriale dans la longue durée. On veut juste faire mal à l'adversaire de manière spectaculaire, l'humilier, c'est peut-être ensuite que les relations ethniques internationales se durcissent. Bon, mais ce sont deux choses différentes. Et il y a un lien avec ce que les États africains font. Là, on voit une panoplie assez fascinante. Moi, les Mauritaniens, j'adore les Mauritaniens. Alors, ça sort en ce moment. Je pense que c'est fort probable ce qui est sorti, surtout depuis ce qu'un repenti d'AQMI a dit. C'était l'idée que le gouvernement mauritanien avait fait un deal avec AQMI en disant on ne vous pourchassera pas, on ne prendra pas d'action contre vous, et vous, en échange, vous ne faites pas l'attentat chez nous. C'est probable qu'il ait eu lieu, peut-être, ce deal-là, mais en effet, à partir d'une certaine année, donc plus ou moins à partir de 2009-2010, il n'y a plus d'attentats en Mauritanie. Ça, c'est une stratégie. Bon, ça, évidemment, les Français et les Maliens étaient hyper frustrés parce qu'eux essayaient de coincer AQMI, mais les Mauritaniens ne voulaient pas bouger. Bon. Après, on a la stratégie de type nigériane avec Boko Haram, c'est-à-dire l'opération internationale, le Joint Multinational Task Force. Là, en gros, l'idée, c'est de dire, puisque Boko Haram opère dans une zone quasi transfrontalière, Nord-Nigeria, Niger, Cameroun, on se fait une force multinationale, on les prend en étau. Bon, d'abord, ça a pris du temps à mettre en place, il y avait des jalousies entre les... Mais ça a marché au sens où, territorialement, Boko Haram a perdu pratiquement toutes les petites villes et les petits villages qu'ils avaient. Mais maintenant, c'est la partie la plus difficile, c'est comment empêcher les attentats, disons, de kamikazes, principalement des enfants, des petites adolescentes, qui vont se faire sauter sur les marchés. Et là, effectivement, c'est extrêmement complexe parce que c'est pas le Joint Multinational Task Force qui va réussir à empêcher ce genre de trucs, sauf ce qu'ils essaient de faire, c'est un peu de viser les lieux dans la forêt de Sambisa ou dans les montagnes du Mandara, là où on fabrique les bombes artisanales pour essayer d'empêcher ensuite que les enfants, qu'on envoie les jeunes ou les enfants se faire sauter. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Et c'est en lien avec une autre espèce de piste de solution. C'est avec toi que je parlais, mais l'ancien, si vous voulez, l'émir de Kano, le plus grand personnage de l'islam nigérian, okay, qui est extrêmement influent, d'ailleurs lié à la Tijaniya en passant, et ancien président de la Banque centrale du Nigeria, ranké dans le top 100 des hommes les plus influents dans le Time Magazine, lui a dit, il faut, en fait, pour le Nord-Nigeria, la solution, c'est pas une solution sécuritaire, ça ne sert à rien, enfin, ça sert à rien, c'est sur le court terme, le sécuritaire. Il faut ce qu'il avait appelé un plan Marshall pour le Nord, et principalement le nord-est du Nigeria. C'est-à-dire des projets socio-économiques de développement à long terme. Parce que tant qu'on va taper sur les villages, notamment sur les communautés Kanuri, la notion ethnique dont on parlait tout à l'heure, elle existe pour Boko Haram aussi, on n'arrivera à rien. Vous voyez? Donc on voit cette espèce de... Mais c'est compliqué parce que là, on dit, on a le G5 du Sahel, alors les 5 pays du Sahel vont collaborer pour lutter contre... Là, ils ont commencé à établir ça, on va avoir un centre à Nouakchott, enfin en Mauritanie, parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, là, les Algériens ont exprimé de manière très raide leur mécontentement. Parce que là, évidemment, on touche à des rivalités
régionales, de powerhouse en devenir ou qui le sont. Et donc, c'est extrêmement complexe au niveau de ces relations, de ces compétitions, collaborations régionales de mettre ça en place. Le partage de renseignements est très complexe, évidemment. Puis jusque dans des détails tout bêtes. Vous voulez collaborer davantage entre le Sénégal et la Mauritanie. Parfait. Parce qu'on peut... Mais le seul point de passage terrestre, enfin, qui aurait pu être terrestre, parce que c'est le fleuve qui sépare la Mauritanie du Sénégal, c'est de construire un pont à Rosso. On est à l'heure de l'intégration, on est en 2016. Il n'y a pas de pont, il faut encore prendre le bac pour traverser la Mauritanie du Sénégal, à l'heure où on parle d'une autoroute qui partirait pratiquement du nord du Maroc jusqu'au Niger. On ne peut même pas construire une route parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Entre un pont, pardon, et un pont, on n'arrive pas à collaborer, à s'entendre, à essayer de partager. Il y a une espèce de jalousie de la souveraineté. Donc c'est extrêmement complexe. C'est ce que je voulais... J'aimerais ajouter un parallèle que je vois intéressant avec le Burkina Faso. Ce que Cédric disait par rapport à la Mauritanie. Évidemment, on ne peut pas avoir des preuves tangibles de ça, mais le Burkina Faso a peut-être été un peu victime de cette stratégie-là, si on veut. Parce qu'à l'époque de Blaise Compaoré, qui était le président du Burkina Faso depuis 1988 de mémoire, donc jusqu'à ce qu'il soit retiré à la suite d'un coup d'État à l'automne 2014, on a toujours soupçonné qu'il entretenait justement des rapports avec les réseaux terroristes. Parce qu'à l'époque où il y avait beaucoup d'enlèvements d'Occidentaux, de Français, comme par hasard, c'était toujours Blaise Compaoré qui était le médiateur, puis qui réussissait à négocier quelque chose, on ne sait pas trop, pour justement libérer ces otages-là. Et puis, entre autres, il y avait un conseiller spécial, Moustapha Chafi, et aussi Gilbert Diendéré, qui a fait la tentative de coup d'État manqué, c'était en septembre 2015, qui lui aussi était réputé d'avoir justement des rapports, des réseaux avec justement ces différents groupes terroristes. Donc on peut voir en quelque sorte un peu peut-être l'idée d'espèce de relation dont accord tacite, on va non-agression de part et d'autre, on vous laisse faire vos choses, vous nous laissez tranquilles. Et puis même d'ailleurs, justement, le nouveau gouvernement actuel, il y a certains qui ont dit que ça avait été téléguidé par les anciens, que les attentats avaient été un peu prévus ou favorisés par des anciens du régime de Blaise. Donc il y a toute la notion aussi des élites politiques qui ont un rôle très trouble là-dedans, de comment on peut utiliser les groupes terroristes. Puis même chose avec Boko Haram aussi, je suis moins à l'aise, mais je sais que certains leaders politiques aussi ont un peu, en quelque sorte, utilisé Boko Haram pour leurs propres intérêts. Donc, il n'y a pas seulement les acteurs religieux, mais il y a aussi tous les acteurs politiques qui essaient d'utiliser tout ça pour leur propre agenda, si on veut. Oui, et c'est ce sur quoi j'aimerais rebondir, à savoir que quand je parlais tout à l'heure d'interpénétration entre des groupes que l'on qualifie de terroristes et des individus qui incarnent ou qui représentent l'État, donc on est vraiment là-dessus. Et il ne faut pas s'imaginer les gens d'ACMI comme des barbus au fond d'une grotte ou entre deux dunes de sable. Je pense qu'il faut... Et c'est cette image-là que les médias occidentaux tentent de nous faire avaler. Je pense qu'il faut dépasser cette image-là pour s'intéresser justement à la manière dont certains de ces individus qui participent à des groupes que l'on qualifie de terroristes, et entre parenthèses, un groupe que l'on qualifie de terroriste ne verse pas uniquement dans le terrorisme. Il verse dans d'autres types d'activités, d'autres types de violences. Ça peut être de la violence criminelle. On l'a beaucoup dit, par exemple, pour Mokhtar Ben Mokhtar, qu'on a surnommé pendant un temps M. Valboro, qui était l'un des chantres apparemment du trafic de cigarettes dans la région, mais pas uniquement. Il a participé également à d'autres types d'activités. Donc ces groupes terroristes ne sont pas que des groupes terroristes, et certains d'entre eux ont des relations très étroites avec des personnalités politiques ou des gens qui font partie de la catégorie élite politique dans ces États-là. Et du coup, ça complexifie encore un petit peu la chose, et ça complexifie également les modes d'intervention des États auprès de ces groupes-là ou dans les régions qui sont touchées par les conflits. Et ce que l'on dit là pour le Nord Mali est valable évidemment pour le Nigeria, mais valable également pour d'autres régions sous d'autres latitudes. Merci Aurélie. Alors je vais peut-être prendre une nouvelle vague de questions. Oui, Myriam. En fait, on parlait du rôle des États dans la lutte contre le radicalisme. Donc c'est clair que le rôle du chercheur, c'est d'analyser, de comprendre, et le rôle des États, c'est de réagir. Mais vous ne pensez pas en fait, oui, je pense que tout le monde pense ça, mais il faudrait trouver peut-être un moyen d'établir un pont concret entre le politique et les chercheurs. Parce que... Merci. Mais parce qu'on connaît plusieurs États qui mettent en place des plans d'action, autant sécuritaires, donc à court terme, ou des plans d'action à long terme pour
justement intervenir auprès des jeunes, justement mettre en place des stratégies disons, socio-économiques pour aider les jeunes qui pourraient dériver autant au Québec, en France, que dans des régions ou des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment vraiment pour établir un pont concret entre les chercheurs et le politique pour vraiment monter ensemble des plans d'action concrets qui donneraient vraiment quelque chose d'intéressant? Oui, autre question? Oui, monsieur? Oui, bonjour. Moi, ma question est un peu plus pratique. Vous êtes des africanistes occidentaux, vous avez une pratique qui vous amène sur le terrain. Il y a des enjeux sécuritaires qui se profilent en Afrique de l'Ouest, bon, pas uniquement en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans plusieurs régions. Donc j'aimerais savoir quel est l'état d'esprit dans la communauté des africanistes et comment vous appréhendez le futur et puis quel est comment vous appréhendez votre pratique dans le futur rapproché. D'accord, merci. Autre question? Je pourrais avoir la parole? Oui, allez-y, madame. Oui. Merci. Je voulais réagir sur 3 points, si vous me permettez. Donc, la première des choses, c'est la plus récente. Monsieur, il a parlé de l'implication de l'Algérie dans l'affaire terroriste au Mali, et surtout l'affaire du Touareg. Donc, puis, vous parliez du pont qui ne se réalisera jamais. C'est très difficile à la réalité parce qu'il y a la jalousie. Mais moi, je dirais beaucoup plus, c'est des intérêts autres que la jalousie frontalière, mais c'est beaucoup plus, ça va au-delà de cette jalousie-là. C'est beaucoup plus les conflits qui existent entre les pays déjà du Maghreb, notamment entre l'Algérie et le Maroc, à propos du gaz du Sud. Donc, il y a ça déjà, c'est beaucoup plus économique, je trouverais, enfin, stratégie socio-économique que beaucoup plus que frontalière. Ils aimeraient bien avoir ce pont, mais il fallait aussi, il y a la Sahara occidentale, l'affaire du Sahara occidental. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, la deuxième des choses, si vous me permettez aussi, c'est le rapport entre l'arabisation et l'islamisation. Si on revient dans le contexte des croisades, donc la pénétration des Arabes en Afrique, disons en Afrique du Nord, au début au 7e siècle, il n'y a pas eu d'assimilation, il n'y a pas eu d'arabisation, et pourtant ils étaient porteurs d'un message. En même temps, ils étaient, donc je parlais de l'Afrique du Nord, étaient sous l'emprise des Byzantins et ainsi de suite. Donc ils ont vécu la misère, mais rien n'empêche, ils ne sont pas ramassés d'un coup sur l'islamisation. L'arabisation est venue un peu plus tard, c'est vers le XIe siècle. C'est avec la venue des Beni Sulaym et des Beni Hillel en Afrique du Nord, parce que le gouvernement musulman à l'époque du Caire, donc il y avait ces tribus-là, justement, d'où on vient la maturité, justement, comment est venue l'idée de la tribu. Et puis les castes qu'on vient de voir, et puis la stratification sociale et tout ça. Donc, et puis la noblesse, elle est revenue après, donc dans la période de la discorde, aussi dans le gouvernement musulman. Avez-vous une question plus? Non, je voulais seulement apporter seulement une petite précision. D'accord. Okay. Par rapport au caste, et puis pour comprendre justement ce qui se passe actuellement dans la région. Donc ça a pris des antécédents bien plus loin que ça. D'accord, merci. Remarque, question, oui, monsieur. Oui, question. Merci beaucoup déjà pour cette très intéressante présentation. Moi, j'aimerais juste vous entendre sur le lien que vous établissez entre terrorisme et puis radicalisation. Surtout sur le point du travail des ONG, notamment religieuses en Afrique de l'Ouest. Et j'aimerais particulièrement entendre Frédéric là-dessus, parce qu'il a fait la Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle de plus en plus de ce risque-là, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui pendant 10 ans n'a pas eu d'État à la suite de la rébellion. Est-ce que cette menace est vraiment véritable? Est-ce que ce lien est réel? Il y a un risque aujourd'hui que le rôle de ces ONG-là puisse aujourd'hui alimenter le terrorisme, notamment en Côte d'Ivoire. Okay.
Oui, monsieur? Oui, deux brefs commentaires. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé du Burkina Faso. C'est sûr, lors de la chute du régime Compaoré, Diène Déré était éliminé. Beaucoup de hauts gradés du renseignement, tant en France qu'aux États-Unis, ont tout de suite vu le danger, disons, évidemment, les gens sont réjouis de la chute du régime Compaoré, mais le fait que Diène Déré tombe, ça fragilisait toute la sécurité dans la région, parce que Diène Déré était un interlocuteur des services de renseignement français, américains. Ça m'amène aussi sur un autre sujet qui a été abordé, c'est les lignes, disons, de contact ou de dialogue qui peuvent exister entre le pouvoir politique et les groupes terroristes. Bon, c'est pas nouveau. Là, on n'a qu'à penser en France, dans les années 80, Charles Pasqua, Marchiani, tout ça, pour le terrorisme moyen-oriental, il y a toujours le pouvoir politique doit établir des contacts par des intermédiaires, avec les réseaux terroristes. Ça, tous les États le font. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Merci. Merci. Dernier commentaire, peut-être? Oui, question très rapide. En fait, je sais que la notion d'islam africain ou d'islam noir est très compliquée, elle est très vague, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une possibilité de faire renaître cette notion-là, de la ressusciter en quelque sorte, parce que l'Afrique n'était jamais contaminée par l'islam saoudien ou arabe? Bon, alors, commençons par la première. Alors là, on s'arrêtera là parce que je veux quand même traiter de toutes ces questions. Il y en a quand même un certain nombre, certaines qui sont plus larges que d'autres, on va dire. Bon, d'abord, commençons par, pour entre politique et chercheur, la question qui veut répondre. Moi, je veux bien. Oui, si vous laissez le micro, je ne m'arrêterai pas. Non, mais vous avez raison, si vous voulez, sur le postulat qui voudrait que les chercheurs collaborent un petit peu plus avec le politique. En tout cas, je vais parler pour moi, on a essayé, les réseaux de recherche auxquels j'appartiens ont essayé de le faire, mais on se heurte toujours au même discours, à savoir, catégorisation, on va trop dans la nuance, et le politique veut des solutions toutes faites. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je me suis fait dire par l'équivalent, si vous voulez, en fait, le président de la région de Bruxelles-Wallonie, qui était très durement touché il y a 2 jours par des attentats, que finalement, ça faisait une dizaine de chercheurs qui rencontraient, et à chaque fois, ils entendaient le même discours. La réunion portait sur la radicalisation, puis on me disait, mais il n'y a pas forcément de lien direct entre radicalisation des idées puis radicalisation en violence, nuance qu'on ne fait pas souvent et qu'il faudrait faire de manière systématique. Et ça me permettra peut-être ensuite de rebondir sur votre question, monsieur, puis de commencer à y répondre avant de laisser les spécialistes de sujet enchaîner. Et il nous a dit, mais moi ce que je veux c'est un algorithme. C'est un algorithme qui puisse me permettre de dire que vous, monsieur, demain matin, vous allez vous faire exploser à l'entrée du bâtiment de l'Université Laval, ou que vous, madame, vous allez vous faire harakiri de l'autre côté. Et quand on lui dit, mais monsieur, ça ne sert à rien parce que l'on étudie, on ne peut aborder la radicalisation qu'à travers des trajectoires individuelles, et les motivations qui guident les individus sont éminemment individuelles et varient d'un individu à l'autre, et là le politique est perdu. Parce que le politique a besoin de solutions toutes faites, de solutions applicables demain matin, qui lui permettent effectivement de répondre à ce sentiment diffus d'angoisse que les médias contribuent très largement à entretenir. Je ne dis pas qu'il n'existe pas ce sentiment, particulièrement dans les pays qui ont été récemment touchés par des attentats terroristes. Mais il est très largement surfait, et toutes les enquêtes qui ont été menées sur cette question-là le montrent très habilement. Je m'arrêterai là-dessus parce que je pourrais aller beaucoup plus loin. Tout ça pour vous dire que le politique n'est absolument pas réceptif à ce que les chercheurs veulent dire, sauf si les chercheurs vont dans le sens du politique. Et malheureusement, aux États-Unis, pour ne pas pointer du doigt certains de nos collègues au sud de la frontière, il y en a beaucoup qui s'inscrivent dans l'agenda politique. Très rapidement sur la question de la radicalisation, j'ai commencé à donner quelques éléments de réponse. On ne fait pas suffisamment la distinction entre radicalisation des idées et ceux qui adoptent une posture radicale, que ce soit une religieuse ou pas, ne sont pas forcément ceux qui vont passer à la violence. Il y a un mécanisme, une mécanique que l'on ne parvient pas à identifier et qui va pousser certains individus à passer à la violence. Cette mécanique, elle n'est pas forcément idéologique, elle n'est pas forcément religieuse. J'en veux pour preuve une étude qui vient de sortir en France,
qui porte sur des jeunes qui se sont rendus en Syrie, qui sont rentrés en France et qui ont été incarcérés. À la surprise de la chercheuse qui a mené les entrevues en prison en France, la majorité d'entre eux n'ont pas été attirés par la religion, mais ils ont été attirés par le sens de l'aventure et la violence. Le goût pour la violence. Il n'y a rien d'idéologique là-dedans, les croyances n'ont rien à y faire. L'insertion dans des réseaux de sociabilité ont pu jouer au moment de la décision de prendre l'avion pour la Turquie, puis ensuite de se rendre en Syrie. Ce n'est pas l'idéologie, et c'est encore moins la religion. Et ce que l'on voit de manière générale, à travers toutes les études qui ont été menées au sujet de la radicalisation dite djihadiste, c'est que la religion, en général, elle joue un rôle tout à fait mineur, pour ne pas dire un rôle non existant. Le nom de la chercheuse? Je ne l'ai pas en mémoire, mais je peux le retrouver, c'est dans un article du Monde, son étude a été il y a 2 jours ou 3 jours, juste avant les attentats de 7 jours. Oui, parce que je vais en profiter, parce que j'ai quelques intérêts de recherche qui se focalisent justement sur ça. Et donc c'est la multidimensionnalité c'est une invitation à la multidimensionnalité et ne pas regarder cela à travers uniquement la perspective de sécurité entendue de manière classique. Mais au-delà de ça, quand Aurélie par exemple a énoncé l'idée d'algorithme, l'obsession des algorithmes, donc c'est finalement vraiment le paradigme du risque qui est en ce moment en train de monter en puissance, et donc de tout traiter à travers une analyse de risque, et l'idée que ce calcul-là est possible. Et en fait, il y a des postulats éminemment épistémologiques qui sont en filigrane et dont le praticien, le politique ne s'en rend même pas compte, c'est-à-dire qu'il pense qu'une lecture du probable peut l'amener à des résultats presque certains, que le probable peut amener au certain, sans savoir que le probable est déjà au commencement dans un continuum du plausible. Et donc que la contingence... non, mais, et donc que la contingence est permanente. Donc à partir de ce moment-là, cette analyse de risque ne peut absolument pas amener à une certitude. Pour revenir brièvement à la question 2, c'était par rapport à appréhender le futur et la pratique du chercheur. Par exemple, parce que je suis dans ce temps-là, parce que je vais y aller à Bamako. Et donc ma stratégie a été d'essayer de me greffer à une institution de la région, donc faire une sorte de stage dans une mission de la région. Et c'est sur place que je vais être capable d'appréhender à quel point je peux aller loin sur le terrain, tout en me disant que vraisemblablement, comme c'est une étude comparative Mali-Niger, je vais peut-être devoir m'arrêter à Bamako pour le Mali et explorer le nord du Niger. Mais c'est en fonction de la situation et des réseaux d'amitié, si je puis dire, que j'aurai, que je pourrai le savoir. Mais très pratiquement là-dessus, rapidement, c'est quand tu as un financement CRSH ou institutionnel, après tu es sujet à des contraintes administratives. Si Global Affairs, Affaires mondiales Canada, met des zones en rouge et que tu as du financement institutionnel, tu es coincé, tout simplement. Sans parler des contraintes éthiques. Ouais. Non, mais il faut en parler parce que... Mais moi, je voudrais, au-delà de ça, sur la radicalisation, etc., moi, je voudrais revenir aussi sur, presque sur le plancher des vaches, on va dire, sur le sable. Là. On parle de radicalisation, on parle de terrorisme, on parle d'enfants de plus en plus jeunes qui se font bomber. C'est une réalité, mais il y a aussi une autre réalité, ce sont des sociétés aussi qui aiment fêter. C'est-à-dire des sociétés au Burkina, au Côte d'Ivoire, qui aiment bien manger leur poulet grillé dans le maquis, qui aiment prendre de la bière, qui aiment danser. On est souvent saturé d'une sono très très forte à Abidjan ou à Ouaga et consorts. Donc ça, je ne faut pas non plus oublier ça. C'est-à-dire que, et ça, je pense qu'effectivement, les attentats aussi, les gens ont peur parce que les gens qui vivent dans ces villes-là ont peur parce que c'est ça aussi qui fait leur quotidien. C'est de manger son poulet grillé et de le manger avec une bonne bière pendant des heures et de blaguer avec ses copains. Puis entre-temps, bon, d'afficher aussi sa maîtresse ou son deuxième bureau. Bon, mais c'est ça aussi, ce sont ces sociétés que l'on voit et que l'on je veux dire, qu'on analyse au moment de nos terrains. Donc je pense que ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'effectivement, ça fait contrebalancer tout ce que l'on peut voir comme données extrêmement dures qui tendraient à montrer des sociétés complètement éclatées. C'est sûr que là, il y a un défi majeur
qui se pose, autant pour les sociétés que l'on, mais aussi pour nous, c'est-à-dire comment on va aussi pouvoir maintenant faire notre travail. Et je vous dirais, on se pose toujours, bon, avec Cédric et Marie, où on a proposé, enfin on a écrit une demande de subvention, on attend les résultats. Ben, c'est ça notre problème, c'est savoir bon, comment on va retrouver les sociétés que l'on a analysées après je ne sais combien d'attentats. Comment on va les retrouver, ces gens-là? Comment ils vont nous parler? Comment aussi on va les aborder? C'est toute la question aussi de la, pas seulement de la confiance, mais aussi de comment nous aussi on se place devant un contexte qui s'est durci. Ça, c'est clair. Et là, il n'y a pas de technique, c'est pas ouvrir un livre de méthodologie en sciences sociales qui va nous l'apprendre. C'est, on prend son avion, si on a la possibilité, si les autorités canadiennes nous disent encore qu'on peut encore voyager dans ces pays, et puis on va voir sur place, mais on ne peut pas le dire à l'avance comment ça va se passer. C'est l'aventure, et ça a toujours été l'aventure, mais elle l'est encore plus, je dirais. Mais bon, peut-être que vous voulez réagir à ça, en fait. Mais moi, si tu me permets juste de réagir à ça, parce que pour avoir travaillé sur la Tchétchénie, et je l'ai fait pendant le second conflit qui a été particulièrement brutal, je l'avais fait un petit peu avant, le début du second conflit, effectivement, il y avait un changement de mentalité. Le chercheur ne plus être dans la même position que celle qu'il avait auparavant, avant le déclenchement des hostilités, avant que le terrorisme également soit mis de l'avant, que les attentats se multiplient, attentats commis par des groupes islamistes tchétchènes. Ça change complètement la dynamique, mais ça ne change pas tant que ça, dans la mesure où les gens qui acceptent de nous parler continuent à le faire, et continuent à le faire plus ou moins sur le même mode, mais je dirais que la première période de l'entretien, qui est le moment où on gagne la confiance des gens, elle est tout à fait cruciale, et là ils vont vous tester sur ce que vous pensez de la situation, comment vous l'interprétez, est-ce que moi vous me considérez comme un terroriste, si vous me considérez comme un terroriste, l'entretien va s'arrêter là, et on n'ira pas plus loin. Si en revanche vous êtes ouverte à entendre ce que moi j'ai à dire, et j'ai eu l'occasion de faire l'entretien avec des gens qui avaient participé à des groupes qui ont préparé des attentats, pas commis, mais préparé des attentats au Caucase Nord, pas ailleurs en Russie, là ils sont plus ouverts à partager leur expérience. Et souvent ils ont besoin, ils ont envie de le faire. Donc là le chercheur est placé dans une autre situation où il devient l'oreille, l'écoute, quasi le psychologue, des histoires tout à fait tragiques de torture qui vous sont livrées et avec lesquelles on rentre chez nous et dont on ne sait pas toujours quoi faire. Parce que quand vous avez un homme en face de vous qui vous dit mon ami a été torturé, je vais vous raconter ce qui lui est arrivé, et que vous vous rendez compte au deuxième entretien que ce n'est pas son ami qui a été torturé, mais c'est lui, et qui vous a raconté 3 heures durant toutes les violences et tous les sévices qu'il a subis, quand vous le présentez au deuxième entretien, c'est complexe. Et on n'est pas formé à ça. Moi, je peux rebondir sur la question de Myriam. Moi, j'aime bien la question parce que je trouve qu'il y a une forme d'angélisme un peu sur ça, de naïveté. Ouais, c'est touchant, quoi. Mais en même temps, non, et en même temps, je suis un peu frustrée aussi par ce que dit Aurélie, parce que c'est aussi se conforter dans la position du chercheur qui dit nous on documente, on est dans la complexité, ce qui est tout à fait vrai. Mais si nous on n'est pas capable non plus de produire un discours qui peut être entendu, c'est-à-dire qu'on échoue dans notre mission, d'autant plus que maintenant, justement, les demandes de subventions que nous, on doit faire dans nos projets de recherche, il y a toujours un volet restitution à la communauté, transfert de connaissances, etc. Donc, c'est aussi imposé par le haut, hein, c'est pas que... Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt de notre côté aussi à essayer de le faire. Et puis, du coup, si on s'enferme chacun dans des rôles en disant, vous cherchez des solutions toutes faites, vous cherchez de la prédictabilité, puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on documente la complexité, non, mais on essaye de continuer à faire passer le message, mais on se rend bien compte que le message ne passe pas, tout simplement. Mais on continue. On continue. Oui, mais tu vois, en même temps, on s'adresse aussi à un public d'étudiants qu'on forme à lire des travaux scientifiques et qui très souvent vont pas continuer en recherche, mais vont passer de l'autre côté, surtout en sciences politiques. Donc qu'est-ce que... je sais pas, ça reste ouvert, hein, je sais pas ce que tu en penses toi, Myriam. Moi... Non, mais est-ce que toi tu vois ça est-ce que c'est frustrant en disant finalement ça tape un peu un mur en disant vous faites des recherches puis il n'y a pas tellement d'autres impacts que vos propres recherches dans vos articles et vos bouquins? Je m'en rendais compte déjà quand j'étais encore à l'université en plein milieu de recherche, je voyais qu'il n'y avait pas vraiment de dialogue entre le politique, ce qui se passait sur le terrain de concret, disons, puis la recherche.
Puis justement, je suis en train de travailler en ce moment sur un rapport sur la lutte contre le radicalisme avec des politiques. Et j'ai essayé d'établir un dialogue déjà avec, j'ai rencontré un chercheur, David Morin, puis il s'en est plaint justement, et j'essaye justement juste d'élargir la vision des politiques, comme quoi on pourrait peut-être... Le problème, c'est que le politique, c'est vraiment immédiat. En recherche, ça prend du temps, c'est des années de travail, c'est des années avant d'aboutir à quelque chose, à un document. Puis c'est ça qui dénonce, surtout que là, c'est très urgent comme situation, il faut réagir dans l'immédiateté, mais j'ai l'impression qu'il y aurait une possibilité, à travers des centres de recherche, d'avoir vraiment un dialogue concret avec des politiques, et je ne parle pas avec des partis politiques, mais juste des institutions ou des ministères. Je pense que vraiment, ça peut se faire. Je suis peut-être enthousiaste, ça va changer d'ici quelques années. Mais moi, ce que je vois, par exemple, de cas d'étudiants qui sont, enfin, de chercheurs aux États-Unis, je ne sais pas à quoi tu fais référence, Caroline, mais de gens là très récemment qui m'ont raconté qu'ils ont été interviewés par la CIA, par... Moi, je connais des chercheurs qui ont travaillé pour la CIA dans les zones tribales pakistanaises et qui pendant un an ont fait autre chose que de la recherche. Alors, après leur démarche de recherche, par la suite, elle est informée par cette expérience-là. Oui, ils ont les réseaux aussi pour aller frapper au bon. Oui, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire les autorités publiques qui vont sonder les chercheurs pour avoir accès aussi à de la richesse et de la complexité de terrain, pour identifier des personnes. Oui, ça existe. Mais du coup, ce qui fait que ton terrain va être instrumentalisé au niveau politique, et puis les noms de gens que tu donnes, parce que tu penses que c'est des personnes ressources ou des personnes pivots, bah, ça les engage et ça les rend visibles à plus d'un titre, quoi. Donc ça... Ces espèces de partage de données de terrain font que ça a d'autres implications que juste le papier que tu vas écrire sur. Ah oui, de toute façon, moi, il est hors de question, et ça, des interlocuteurs, parce que... Des informateurs, quoi. Moi, il est hors de question que je fasse circuler des noms ou que je fasse circuler des données qui permettraient d'identifier les individus. Déjà, le comité d'éthique ici me tomberait sur le dos, et ils sont un petit peu lourds à gérer de manière générale, donc je ne voudrais pas leur donner l'occasion de m'arriver avec ce genre de récrimination-là, et puis c'est hors de question, mais bon, pour travailler avec des agences comme la GRC, ou pour travailler avec le SCRS, ou pour travailler avec ces gens-là, parce que là on ne parle pas de politique, on parle d'agences de renseignement ou d'application de la loi. Là on est dans une dynamique différente. Oui, parce que eux effectivement aimeraient des informations, les chercheurs disent vous n'aurez pas d'informations, nous ne sommes pas vos informateurs, et nous n'allons pas faire votre travail. De toute façon on n'est pas formé pour faire votre travail, vous faites super bien, plus ou moins bien. Mais quand on en arrive justement à l'analyse, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que la radicalisation en idée aboutit nécessairement à la radicalisation violente, ils sont prêts à écouter le discours. Et on simplifie. Le problème, c'est que ça ne leur donne pas la solution dont ils ont besoin. Et je pense que vous avez bien identifié le problème. Le problème, c'est un problème de temporalité. La recherche est inscrite dans le temps long, alors que l'action publique politique est plutôt inscrite dans le temps court, voire pour tout ce qui concerne radicalisation, terrorisme, dans la réaction. Donc dans l'urgence. Et à partir de là, si tu veux, la dissociation, à mon sens, elle se fait là. Et c'est pas une impossibilité à dialoguer, c'est une difficulté à dialoguer, elle se situe particulièrement là. Maintenant, c'est mon expérience. Peut-être qu'elle est complètement biaisée. Peut-être que je ne sais pas leur parler. Je voulais revenir sur les deux dernières questions très brièvement, là. Il y avait par rapport aussi, je pense qu'il faut se rappeler par rapport au fait que, bon, islam africain, l'influence du salafisme saoudien et tout, il faut dire aussi que l'Afrique n'est pas seulement réceptrice, si on veut, de toutes ces influences qui viennent d'ailleurs, mais elle est aussi de plus en plus connectée aussi. Souvent, on a l'idée un peu que l'Afrique est en marge de la globalisation, mais si vous allez dans les grandes villes, les Africains ont de plus en plus leur smartphone, leur téléphone intelligent, ils vont tous au café Internet, donc il y a tout cet aspect-là aussi. On ne peut plus isoler l'islam d'Afrique des influences étrangères, donc ils vont beaucoup écouter des prêcheurs d'ailleurs, entre eux, sur leur mobile, ils vont dire « Ah, j'ai écouté le prêche de tel, de l'Arabie Saoudite, je te recommande de l'écouter ». Donc il y a tout ça aussi, vraiment, l'Afrique est connectée sur le reste du monde, sur les influences, donc les musulmans aussi sont très au courant de ce qui se passe ailleurs, donc c'est très difficile de les isoler, si on veut. Et puis par rapport à la question sur la Côte d'Ivoire, oui, c'est clair que les ONG, en tout cas religieuses, confessionnelles, c'est un acteur de plus en plus important, même beaucoup vont dire que l'islam a pris une tournure un peu entrepreneuriale, si on veut, donc c'est clair aussi que c'est dans un contexte où souvent les États ouest-africains se sont désengagés de l'éducation, de la santé, de la jeunesse et tout. Puis ce qui est particulièrement le cas en Côte d'Ivoire, bien effectivement, justement, dans le nord du pays, c'est souvent un peu à l'abandon. En Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'il y a Abidjan, c'est la grosse mégapole
occidentalisé, super riche, et le reste du pays qui est un peu en retrait. Donc effectivement, le Nord a toujours été un peu délaissé. Puis je pense que ce qui fait beaucoup la popularité du salafisme en Côte d'Ivoire, c'est que le nouveau responsable de la principale association de tendance salafiste a beaucoup investi le domaine de l'humanitaire. Donc lui, il a même décidé de décentraliser son action, donc quitter Abidjan, parce qu'un peu les autres associations nationales avaient tendance à se concentrer en ville, puis laisser tomber un peu les régions. Ben, eux sont vraiment partis une grande tournée nationale. On va dans les petits villages, on va construire des écoles, on va construire des mosquées et tout. Donc c'est clair que ça a beaucoup contribué à la popularité du salafisme, en tout cas dans le cas ivoirien. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays. Après, pour ce qui est de savoir si est-ce que ces ONG-là alimentent réellement le terrorisme, c'est extrêmement difficile. C'est un sujet très sensible, puis c'est clair que, bon, j'ai fait quelques entrevues avec des ONG. Bon, on rencontre le responsable à partir du moment d'où viennent vos financements, qui sont vos donateurs. C'est sûr qu'ils vont nous dire, oui, on a construit des puits, des écoles. Après, concrètement, est-ce que les enseignants dans les écoles, qu'est-ce qu'ils enseignent? Est-ce que l'imam qui est placé dans la petite mosquée du village, qu'est-ce qu'il va dire? D'où on va le chercher? Fait que ça, c'est extrêmement difficile à voir, mais c'est clair, en tout cas, pour la Côte d'Ivoire, le nord du pays, le principal groupe salafiste a beaucoup investi le domaine de l'humanitaire, ce qui a fait en sorte de vraiment faire croître sa popularité. Ça, c'est clair. Après ça, ce qu'il y en est d'une radicalisation, ça, c'est très difficile à évaluer. Oui, ça date. Je voudrais poser juste une dernière question. Est-ce que l'Occident n'a pas une part de responsabilité lorsqu'on sait qu'en Afrique, il y avait des gouvernements qui étaient cautionnés, des gouvernements corrompus qui étaient cautionnés par exemple, la France, les autres pays? Est-ce que, parce que finalement, le terrorisme, ça reste toujours des problèmes socio-économiques que ce genre de pays vivent. Enfin, moi c'est pas une petite question finalement, c'est quand même une très grande question qui pourrait nous tenir en alerte pendant plusieurs heures. Moi je vous dirais que ça me dérange toujours que l'on associe radicalisation avec des conditions socio-économiques. Il y a quand même un certain nombre d'études qui ont été faites, et vraiment justement dernièrement, pour dire que même des gens qui se font bomber, ils avaient déjà un boulot. Ils étaient chauffeurs, ils étaient maçons, ils avaient un poste dans l'administration. C'est pas ça qui a conduit à leur radicalisation. C'est surtout, à un moment donné, on rencontre quelqu'un qui commençait à défendre un discours, à la mosquée, à la sortie de la mosquée, etc. Tu veux passer ton temps, allez, tiens, je t'amène, on va discuter autour d'un café, etc. C'est comme ça que ça vient. Ce n'est pas nécessairement des gens qui sont au chômage. La plupart des gens ne sont pas au chômage. La plupart de ces gens-là ne sont pas au chômage. Je dirais aussi, et l'étude effectivement qui vient de sortir, c'est aussi l'attrait d'être une sorte de star, de devenir star. Pendant 15-20 minutes, tout le monde, la terre entière va vous parler de un tel qui s'est fait bomber sur un marché. Tu deviens la star pendant 15 minutes pour tout un tas de gens. C'est aussi ça, c'est l'effet médiatique que ça a derrière ça. Et effectivement, je reviens à ce qu'a dit Frédéric, on est vraiment quand même dans des sociétés, des sociétés qui sont capables de griller leur poulet le long d'un bitume et de boire la bière, etc. Et aussi, ce sont des sociétés qui sont capables de se dire, écoutez, ma star, c'est un imam qui prêche l'intolérance. Comme ça peut être, ma star, ça peut être un leader soufi qui a tendance à vouloir réunir les différentes communautés religieuses, que ce soit musulmanes, et que ce soit chrétiennes, etc. Donc, on va dire, c'est un patchwork. On est face à des sociétés qui sont très composites. D'accord? Donc, on ne peut pas dire véritablement, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord avec moi, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de profil type. Il n'y en a pas de profil. Il n'y a même pas de trajectoire type. Il n'y en a pas de trajectoire type. Et c'est ça qui pose problème aux politiques, pour revenir à la question de Myriel. Quand on est toujours interrogé, vous êtes spécialiste de l'islam en Afrique, déjà ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. On est spécialiste d'un pays, peut-être de 2 pays au maximum, mais de l'Afrique, écoutez, c'est comme si
on comprenait le continent africain comme un caillou, là, un pays, là, bon. Une diversité incroyable. Donc non, on est spécialiste de groupes. Il faut rester modeste. Je pense que le mot-clé aussi, c'est de dire faut rester modeste pour ne pas contribuer à tomber dans le piège de la catégorisation. Parce que sinon, on revient finalement à ce que les hommes politiques voudraient. On catégorise les gens, on leur met des étiquettes, là, ça simplifie. Mais il n'y a rien de simple. Et puis aussi, on revient à des catégorisations qui ont été établies aussi sous la colonisation, où effectivement, on ne voulait pas dire, il y avait l'islam noir. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, l'islam noir? Je veux dire, etc. La question de madame, est-ce que ça vous parliez des régimes qui avaient été, en gros des régimes autoritaires qui ont été maintenus au pouvoir par les anciennes colonies, ça a produit effectivement des régimes autoritaires avec des processus de démocratisation qui ont été longs, des transitions démocratiques qui sont longues à se mettre en place. Et la question, je trouve qu'elle réfère à ce que disait Aurélie tout à l'heure sur pourquoi en fait il y a des groupes qui pour se composer, se recomposer, le font dans la violence, puis dans le conflit et par le conflit, quoi. Donc est-ce que ça, c'est synonyme d'échec des processus de démocratisation? Et dans ce sens, ça répond à la question de madame. Est-ce que c'est ça qu'on voit? Est-ce que pourquoi en fait des groupes vont utiliser la violence pour se positionner dans l'espace public, alors que s'il y avait des régimes ou des sociétés qui étaient plus pacifiées, du coup ils utiliseraient la compétition politique par exemple pour exister? Sur ce, moi je pense qu'on peut continuer la conversation autour de cette enquête qui sera